Ok, eh ben, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux nous rejoindre pour parler de course au large et d'environnement. C'est un sujet qui nous tient à cœur, qui vous tient à cœur. On remercie Tu peux te présenter tout de suite, Stan. Oui, bah, je m'appelle Stan Turé, je suis navigateur, cinéaste à mes heures perdues. Et bah, voilà, ça fait combien de temps qu'on a monté cette petite asso, Arthur? Ça va faire 3 ans, je pense. Ça va faire 3 ans. Et bon, les grandes lignes de la vague, c'est vraiment un collectif à la base de marins qui s'est posé la question de se dire on aime beaucoup notre environnement, on aime beaucoup notre terrain de jeu, on a envie de continuer à jouer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas parfait. Et on a envie voilà, de faire évoluer notre milieu, de le questionner, de l'interroger. On n'a pas toutes les réponses, loin de là, mais on a juste la volonté de faire bouger les lignes et d'entamer une transition. Donc forcément, c'est mieux de faire ça à plusieurs que tout seul dans son coin. C'est comme ça que ça a commencé. Non, et puis je rebondis juste là-dessus. En fait, moi, je m'appelle Arthur Levaillant. Merci d'être aussi nombreux sur le lien Zoom ou dans la salle aujourd'hui. Et c'est vraiment cette volonté. Là, on a eu encore hier le dernier rapport du GIEC qui est sorti. Voilà, il nous reste 3 années là pour vraiment faire inverser la tendance. Il y a plein de solutions possibles. Ça, c'est le truc super, hein. Il y a vraiment plein de solutions. On est là pour essayer de pousser, à mettre en application certaines. Et on a créé la vague dans une idée que se mettre des contraintes, travailler dans une démarche écologique, ça peut être joyeux et créatif. Et créatif. Et qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'architectes, on a besoin de designers, on a besoin d'aventuriers, on a besoin d'artistes aussi, avec un esprit de se dire, voilà, on a des contraintes, on a des limites planétaires, essayons de tout faire pour que notre sport, notre magnifique sport qui est la voile, se intègre pleinement ses limites et joue sur ce vaisseau Terre. Voilà, donc ce soir, on va reprendre en fait un rythme de petite conférence. Il y a 2 ans, on avait fait une première conférence avec 200 personnes sur les biomatériaux à l'Université de Lorient. Ce soir, la question, c'est quoi en fait le bilan carbone des grandes courses? Et donc, on a 3 intervenants de talent et de renom avec nous. On va parler de The Ocean Race, de la Transat Jacques Vabre et de la Route du Rhum et de la Solitaire du Figaro. Et donc, tout de suite, je précise qu'on voudrait vraiment remercier la Cité de la Voile qui nous permet de faire cette petite réunion ensemble dans un super auditorium et avec des moyens techniques super. Et donc, voilà, on a 10 minutes par intervenant qui nous présente des infos. Ensuite, un temps d'échange et on enchaîne comme ça. Et voilà, quoi. Et à la fin, on vous présentera Maxence qui est derrière les platines là et qui organise cet événement, voilà, et qui est intégré au pôle mer là, qui nous épaule et qui nous aide bien en ce moment pour structurer la démarche de la vague. Donc, voilà. Donc on peut se connecter avec Anne-Cécile Turner qui travaille pour The Ocean Race. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, il faut que tu réactives ton son, Anne-Cécile. Alors, évidemment, on avait fait les tests avant. La technologie et nous, hein, c'est pas toujours ça, Arthur. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je suis unmute, on a fait les tests avant. Chanter, Stan, ou pas? Je sais pas. Non, mais en attendant, pour présenter Stéphane, si tu veux, tu peux te présenter rapidement. Bonjour à tous, donc Stéphane Bourg-Lacouture. J'ai rejoint AC Sport Penduic l'été dernier en tant que responsable RSE. Donc, je travaille sur l'ensemble des événements organisés par AC Sport Penduic, Route du Rhum Destination Guadeloupe, Solitaire du Figaro, Transat CIC, Tour du Monde des Ultimes et Transat en double. Et tu travailles aussi avec OC Sport sur leurs autres événements, non? Ça, c'est un vrai sujet d'essayer de mélanger, de comprendre un peu ce qui se passe dans les autres événements aussi. Effectivement, je travaille aussi pour OC Sport Suisse à 20 à 25%. Donc, OC Sport en Suisse, c'est tout ce qui est événements de masse, marathon, triathlon, donc avec des problématiques qui sont un petit peu différentes quand on a 100 participants ou quand il y en a 20 000. Mais globalement, on retrouve des choses assez similaires au niveau des bilans carbone. Ok, super. Alors, on est magnifique. Alors, on va accueillir Cécile Turner. Alors, je crois que en fait, dans le Zoom, tout le monde m'entend. Je ne suis pas sûre que dans la salle, on m'entend. Si, on t'entend très bien, Cécile. C'est parti. On est connecté, tout le monde est là. On te voit. Fantastique, hein, super. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Deuxième challenge technique. Vous allez me dire si ça va marcher. On va voir ça.
Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Magnifique. Vous voyez? OK. Et aussi en Zoom, vous voyez, normalement, ça devrait être marqué The Ocean Race, Racing with Purpose. C'est tout bon, tu peux y aller. OK. Donc, je vais essayer de faire court parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Moi, je suis Sustainability Director de The Ocean Race depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Donc, j'ai démarré ce voyage lors de la précédente édition de la course. Depuis, on a changé le nom en fait, de notre programme. On appelle ça maintenant Racing with Purpose. J'ai d'ailleurs réalisé avec horreur il y a 5 minutes que toute la présentation est en anglais, donc je suis vraiment désolée. J'y ai pas pensé avant. Donc s'il y a besoin d'une traduction, n'hésitez pas à me le faire savoir. En fait, ce qui est important pour nous dans notre démarche et dans notre initiative, c'est vraiment de se dire, à une interview à laquelle on me posait la question, beaucoup d'événements sportifs maintenant mettent la durabilité au cœur de la stratégie. Et en fait, pour moi, c'est sûrement pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord mettre le sport au cœur de notre stratégie d'événements, mais mettre de la durabilité partout. Et c'est un peu l'idée, c'est vraiment de ne pas perdre ce qui fait en fait l'ADN et l'intérêt de nos courses, c'est-à-dire la performance. On peut redéfinir évidemment cette notion de performance, l'universalité, l'extrême, le dépassement de soi, faire en sorte que ça fonctionne, mais mettre de la durabilité partout d'une manière engageante, intéressante, positive pour tous les parties prenantes de l'événement. Et puis, ce que dit notre CEO, la planète, c'est vraiment le seul actionnaire auquel on rapporte et c'est vraiment ce qui nous guide dans toutes nos actions. On a une mission et on a vraiment réfléchi parce que la définition, et on va le voir dans la définition, c'est d'une empreinte carbone. Le scope, c'est hyper important. La définition de notre terrain de jeu, elle est hyper importante et on peut, et on va le voir dans ce qu'on fait nous, dépasser ce scope. Donc, on a bien réfléchi et en fait, je pense que notre valeur ajoutée avec la course, c'est vraiment d'être un catalyste, c'est d'être capable d'ouvrir les conversations, d'être capable de rassembler pour accélérer la restauration de la santé de l'océan. Et ces mots sont bien choisis parce qu'on a besoin d'accélérer l'action, on n'a plus que 10 ans pour agir et ce n'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que cette notion de course, elle est importante aussi dans notre narratif de communication. La santé de l'océan de manière générale, et ce n'est pas simplement être neutre en carbone qu'on cherche à faire, c'est vraiment aller dans la restauration, dans la création d'un net positive impact, un impact positif net. Donc, on s'est lancé en 2020 un programme d'action sur 10 ans parce que dans la durabilité, il y a besoin de long terme et que ces actions prennent du temps à se mettre en place. On a la précédente édition, pour certains s'en souviennent sûrement, travaillé sur la notion de plastique pollution, de pollution plastique, avec une campagne avec les Nations Unies pour l'environnement autour de Clean Seas, Turn the Tide on Plastic. Et puis cette campagne a été célébrée par plus de 7 récompenses. Donc on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose, créer un mouvement autour d'un sujet qui va un peu au-delà de la course au large, mais qui essaye de sensibiliser les gens à agir et à d'abord comprendre de quoi il s'agit, mais ensuite à vraiment agir concrètement dans leur vie quotidienne. Cette année, alors évidemment, la course a subi 2 décalages. On part d'Alicante en mi-janvier 2023. Et on a senti qu'entre les 2 courses, on avait un programme de durabilité assez présent. L'organisation de Ocean Summits, notre programme pédagogique, on pouvait aller un peu au-delà qu'une thématique sur l'océan. Et donc, on va travailler sur la santé de l'océan de manière générale, à travers les 3 sujets. Le changement climatique, dont on va parler un peu plus aujourd'hui, la protection de l'océan de manière générale, et un nouveau sujet qui nous tient à cœur maintenant, c'est les droits. Et donc, on en parle, pas tout seul, et la vague, je trouve, est vraiment une bonne initiative pour illustrer le besoin de collaborer autour de ces sujets, en mettant en avant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, des institutions, des ONG, autour de le climat, la protection. On a tous entendu parler de 30 by 30, objectif de protection de 30% de l'océan à travers le mécanisme des aires marines protégées, le traité haute mer, les traités autour de différents sujets, notamment la pollution plastique, qui enfin a été ratifié là, récemment. Mais en fait, on s'est dit on peut aller encore plus loin. On a une course internationale qui fait étape dans 8 villes-étapes
On est capable de parler à des gouvernements, à des scientifiques, au monde privé, au monde public, au grand public. Et on s'est donné une ambition un peu dingue, mais qu'on a testé depuis un an. On a fait une consultation de toutes les parties prenantes sur le sujet. Et on est en train de lancer, ça c'est pas encore complètement finalisé, on en travaille sur la campagne grand public, mais on est en train de lancer un appel pour définir les principes d'une déclaration universelle des droits de l'océan. Tout simplement en se disant, en fait, on a réfléchi en silo depuis longtemps, on a agi sur les sujets, un petit peu comme le monde médical agit sur les sujets du corps humain de manière complètement, on va dire, désordonnée et assez peu synchronisée au final. Ce qu'il faudrait, c'est un effet de levier international qui reprend l'excellent travail qui a été fait depuis des années par tous ces gens, mais qui va à l'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aller vers les Nations Unies, vers l'Assemblée générale à New York, en ayant créé un mouvement pour leur proposer de définir en fait les principes d'une déclaration universelle pour les droits de l'océan, qui soit ratifiée par une majorité de pays membres et qui soit, on va dire, legally binding, qui permettent en fait d'établir le fait que l'océan a une telle valeur qu'elle doit être protégée. Et le moyen de la protéger et le moyen d'accélérer sa protection, c'est vraiment de définir ses droits et d'établir le fait que l'océan et la nature, par extension, ont des droits qui doivent être protégés. Alors, vous imaginez bien, c'est une ambition énorme. On a commencé à réunir, on travaille avec un cabinet d'avocats international, on vient de recruter un policy maker, on rentre dans ce domaine de la gouvernance, mais on s'est rendu compte qu'avec The Ocean Race, on avait aussi la capacité de créer la conversation. On travaille évidemment avec tous les acteurs qui travaillent déjà sur le sujet. J'ai beaucoup de discussions avec Catherine Chabot sur l'initiative qu'elle a lancée. On est tout à fait alignés pour vraiment travailler ensemble. On ne veut pas travailler en silo. On veut essayer de rassembler en fait l'ensemble des bonnes initiatives pour accélérer le mouvement. Et c'est vraiment une ambition. Donc, je vais faire vite sur les programmes parce que là, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire le focus sur nos empreintes carbone, mais le carbone, ça ne peut pas se traiter en isolation du reste. En fait. Donc, il faut vraiment... et n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, mais l'idée, c'est l'événement maintenant, c'est d'aller vers la régénération, vraiment. C'est donner plus qu'on prend, créer un impact positif net à travers une stratégie. C'est pas simple, mais je pense que ça peut marcher. D'abord de réduction. Donc là, on a un focus climat, on a un focus plastique et on a un focus sur l'ensemble de nos ressources et de l'utilisation de nos ressources. On a un focus sur une plateforme d'advocacy et c'est ce que je trouve, on ne fait pas assez dans le domaine du sport, c'est-à-dire comprendre que nous avons une voix, que nos marins sont des ambassadeurs, que les médias qui s'associent à la course peuvent aussi porter ces messages-là et faire en sorte que ces messages soient relayés à travers nos événements. Donc, on a lancé toute une série d'initiatives. Ça fait maintenant pas mal d'années. Émilie Lawrence a beaucoup travaillé sur ces sujets aussi, la création d'une série d'Ocean Race Summits. On en est à notre 13e. Et on va encore en organiser 6. Un programme éducation, un programme de communication grand public, une expérience dans le village de course autour de la durabilité, et puis une initiative récente qui s'appelle Relay for Nature, qui est un peu le symbole de la connexion sur l'ensemble de ces programmes. Donc, on se passe un bâton de main en main, de projet en projet, de personnalité en personnalité. Le dernier en date était Emmanuel Macron à l'Ocean Summit à Brest, qui passe le bâton à l'organisateur de UN Ocean Conference à Lisbonne. Et c'est l'idée en fait de montrer qu'on est un peu tous connectés, un peu tous dans le même bateau, mais qu'il faut qu'on s'organise pour travailler ensemble. Et puis, un programme qui est intéressant parce que ça touche aussi le carbone, c'est ce programme de restauration. C'est pour aller au-delà de la neutralité. C'est hyper important parce qu'en fait, le système doit changer. C'est pas simple de changer un système, mais les systèmes qui nous ont menés à la situation dans laquelle on est aujourd'hui montrent que plus on grandit, plus on va vers la catastrophe. Donc l'idée, c'est vraiment de restaurer l'écosystème dans lequel on interagit, pas simplement les écosystèmes environnementaux, mais nos écosystèmes d'organisation aussi, en tant que business, en tant que fondation. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces sujets-là. Donc, on a
une initiative autour du Blue Carbon, on a une initiative autour du Social Plastic. Et en fait, en réalité, cette idée de restauration, c'est en gros, on mesure l'impact d'un événement, d'une organisation sur les 3 critères environnementaux, sociaux et économiques. Il y a des impacts positifs, il y a des impacts négatifs qui sont certains très tangibles comme le carbone, d'autres très intangibles comme, je donne un exemple, Ocean Literacy, donc des programmes d'éducation ou les programmes d'advocacy ou de campagne qui sont plutôt intangibles mais qui sont hyper importants pour sensibiliser. Et le résultat net doit être plus que neutre, il doit être positif. Et c'est ça, cette idée de restauration. Donc, on travaille pas mal sur l'ensemble de nos programmes. Donc, là, je passe vraiment rapidement, c'est pour vous montrer quel type d'initiatives et de programmes on met en place sur la course. Donc, on est en train de travailler sur une programme d'ensemble au niveau de la sensibilisation. On a un programme pédagogique qui touche maintenant plus de 50 pays, plus de 200 000 étudiants, primaires, secondaires et un programme pour les adultes. Une série de conférences internationales, j'en ai parlé, les Ocean Race Summits. On a, comme vous le savez, un programme scientifique où les bateaux portent les équipements et permettent de mesurer, je vais en parler un peu plus, justement certaines données, dont les données d'acidification, qui concernent en fait l'empreinte carbone. Un programme sur Sustainable Event Excellence, donc là c'est vraiment comment on fait pour organiser un événement durable, le plus durable possible. Ça, c'est une vision de l'entrée de la course en Suède, la dernière édition, avec un bus électrique, une entrée végétale, avec des moyens pour essayer de sensibiliser et de montrer que l'expérience durable, elle peut aussi être positive. Là, on voit le Relay for Nature dont j'ai parlé, un programme de formation de l'ensemble des équipes de voile, qui est une formation obligatoire. On a un élément dont je n'ai pas parlé, mais qui est important pour la vague, je pense, c'est une série d'innovation workshops aussi sur Sustainable Boat Building. Donc là, on en est au 4e. On a organisé récemment, Arthur était là d'ailleurs, un catch-up call fin mars pour rassembler en fait l'ensemble des acteurs de l'industrie et voir comment on peut collaborer ensemble pour réduire l'impact de notre industrie, accélérer l'intégration de la durabilité et trouver des solutions communes. Pourquoi pas établir des standards communs, et ça, on verra. Et puis d'essayer de montrer l'exemple aussi à l'industrie du yachting, de grands yachts et autres. Et d'ailleurs, il y avait une personne de ces grands yachts qui était présente avec nous et qui construisait des grands bateaux. Et c'est important aussi de montrer qu'on avance et qu'il serait temps qu'ils se bougent aussi un petit peu. Voilà. Exactement. J'ai été à Monaco, en fait, il n'y a pas longtemps, sur la Monaco Ocean Week. Et j'allais dire étonnamment, je ne devrais pas dire ça, mais ils sont assez engagés. Ils ont vraiment envie de se projeter dans l'avenir des marinas vertes et de faire des efforts aussi. Alors, sur un méga yacht, ça semble un peu anachronique, mais il y a des vrais efforts et des vraies envies d'essayer de réduire leur impact. Et puis un programme de diversité et d'inclusion. Donc là, on est en train de travailler assez activement sur cette thématique pour essayer de créer en fait des passerelles pour faciliter l'accès des femmes à bord des bateaux de course et à bord de la voile professionnelle, qui est un gros sujet, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si on peut conclure là-dessus un petit peu, enfin quand tu veux, hein, mais on aura une série de questions ensuite, mais si tu peux, voilà, dans la minute qui vient, conclure sur la presse, et puis ensuite on fera des questions et tu pourras répondre et avancer aussi dans cette série de questions. D'accord. Merci beaucoup. Alors, comme je ne savais pas trop combien de temps je fais vite. Donc là, c'est vraiment focus climat. Donc notre mission, c'est Mission Positive, objectif de réduire de 45% nos émissions par rapport à l'événement de 2023. Donc, on a vraiment des objectifs clairs. Notre stratégie climat, j'en ai parlé, c'est vraiment d'abord d'évaluer, en fait, donc de mesurer l'empreinte carbone de la course. D'abord aussi de prendre les données des océans à travers notre programme scientifique, de réduire, de restaurer et de faire de l'advocacy, puisque c'est quand même assez important. Donc, une slide qui est peut-être vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est l'estimation de nos impacts. Donc là, on voit que l'impact de la course précédente, il y avait un tiers pour The Ocean Race et les 2 tiers qui sont externes. On va réduire de 74%, mais ce n'est pas une réduction nette, c'est une réduction un peu liée au fait qu'on a moins de villes-étapes, qu'on a moins de monde sur place, qu'on a moins de monde qui voyage aussi.
Mais on a vraiment fait un focus aussi sur l'optimisation de l'ensemble de la course. C'est-à-dire, et là je montre clairement rapidement ce qu'on mesure, en fait, on optimise, en fait, on essaie de repenser la course pour réduire l'empreinte carbone à partir de la conception de la course. C'est-à-dire, les Ocean Summit, maintenant, ils s'adressent à 80% d'audience locale et 20% d'audience internationale. Et avant, c'était l'inverse. Nos villages de course, on va les construire avec une architecture louée localement et on va n'envoyer que le branding autour de l'architecture. Donc, c'est un peu l'idée de réduire les impacts là où on peut dès la conception de l'événement. Et puis, en résultat, sur l'année dernière, en fait, on a été climate positif déjà, avec moins d'émissions qu'on a émis. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais peut-être m'arrêter là. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour cette belle présentation. Et puis, il faudrait quelques heures ensemble pour que tu nous présentes tout, mais ça, on refera ça, on organisera ça un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le Zoom? Moi, je peux te poser une première question. Est-ce que ces chiffres, ils sont accessibles? Vous les avez publiés? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que c'est accessible au grand public? Alors, de principe, on est le plus open source, le plus ouvert possible sur l'ensemble de la donnée. On vient de publier un Sustainability Report sur les actions précédentes dans lequel il y a pas mal d'informations. Il faut juste que je vérifie avec la personne dans mon équipe qui a mis en place les chiffres, parce qu'en fait, ça change tout le temps. Et en fonction de la prochaine édition, de ce que font les villes hautes, on va pouvoir modifier. Mais oui, absolument. Super, merci. Des questions dans le public ou pas? Alors moi, j'ai une question aussi, Anne-Cécile. Est-ce que tu peux nous donner une ordre de budget? Parce que c'est important aussi de se dire que on a besoin de prendre du risque, ou en tout cas de montrer à nos sponsors que travailler sur ces sujets-là, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, on prend beaucoup de risques, on donne beaucoup d'argent à la performance sportive, en tout cas pour la vitesse des bateaux. On fait beaucoup de recherche et développement là-dessus et on aiguille peu d'argent dans les teams ou dans les organisations de course sur la prise de risque d'être moins impactant, d'être plus éthique, d'être... Est-ce que tu peux partager des budgets? Si oui, c'est super. Sinon, tu nous expliques pourquoi. Et est-ce que tu pousses tes sponsors à dire, OK, on a une partie de l'argent qui doit être aiguillée là-dessus? Et peut-être savoir aussi combien de personnes travaillent sur ces sujets-là au sein de The Ocean Race. Donc, budget de faire un bilan carbone ou budget d'ensemble? Non, budget de la mission aujourd'hui bon, si tu as les deux, c'est très bien, hein, mais en tout cas, nous raconter un peu le travail que tu fais toi avec tes partenaires pour leur dire, OK les gars, on a besoin d'avoir une enveloppe vraiment dédiée à ça et elle est conséquente, quoi. Donc, je ne peux pas révéler le montant total du budget par contrat, mais je peux vous dire j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent à plein temps exclusivement sur ce sujet, sans parler des gens qui travaillent à mi-temps dans l'organisation, qui sont déjà aussi assez nombreux. Une chose intéressante dans le cadre des Ocean Race, c'est qu'en fait, on a ouvert grâce à ce sujet des nouvelles lignes de financement, ce qui n'avait jamais été le cas avant pour la course, donc la philanthropie par exemple. Et j'en profite aussi pour remercier quand même Eleven Hour Racing qui fait un boulot remarquable en fait, franchement, pour nous aider. Damien est dans la salle et il dira un petit mot. Voilà. Il en dira, mais c'est vrai qu'ils ont une vision, ils ont des réelles volontés et c'est un partenaire qui nous pousse à faire de l'impact, donc pour nous ça nous va très bien. Mais aussi d'autres fondations pour la précédente. Une institution, UN Environment, nous a financé. Un média nous a payé. Rarement dans l'histoire de la voile, on voit des droits télé payés. Et là, ils ne nous ont pas payé des droits télé, ils nous ont financé une campagne. C'était Sky Ocean Rescue dans la dernière fois, et beaucoup de marques. Et aujourd'hui, mon équipe commerciale n'aime pas que je dise ça, mais je ne révèle pas de secret. On a 80% de nos marques qui nous approchent autour de la durabilité. Les équipes qui vont faire la course, il n'y en a pas une qui n'a pas un vrai programme de durabilité. Donc, c'est un vrai sujet. OK. C'est encourageant tout ça, c'est cool. On a une question du Zoom aussi pour Anne-Cécile. Il y a quelqu'un qui demande si vous avez fait un bilan carbone total comme pour les grandes sociétés et si oui, j'imagine, qu'est-ce qu'il en ressort?
Alors, oui, bien sûr, on a fait un bilan carbone. On vient d'ailleurs de passer la première étape de la certification ISO. On a fait un bilan carbone interne par notre spécialiste qui est validé de manière externe. Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on mesure et ce qu'on ne mesure pas. On n'a pas une approche LCA comme font les sociétés dans les produits, parce que ça s'adapte pas du tout à notre industrie. Mais les bilans carbone des événements, c'est tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, peut-être que Damien vous en parlera aussi, parce que ça se développe aussi au niveau des équipes. Et on a un vrai besoin de démarrer avec la connaissance de quel est notre impact mesuré. Et tu as un ordre de grandeur en équivalent CO2 en kilos ou pas? Alors, je vais vous le donner dans le Zoom. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais je me souviens plus du chiffre, mais je l'ai accessible rapidement. Je vais vous le donner dans le Zoom. Ok, il y a une question dans la salle aussi. Tu peux juste te présenter, dire ton prénom et puis voilà, poser la question à Anne-Cécile. Plus près. On m'entend là, c'est bon? Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, là, vous parliez que vous n'aviez pas une seule team qui a pas beaucoup de programmes pour être plus propre. Mais est-ce que de votre part, il y a un accompagnement des teams ou une vérification ou, s'il y a besoin d'aide, parce que parfois les teams n'ont pas énormément de besoins, de moyens. Et donc, est-ce que dans votre côté, il y a un accompagnement pour... Tu as bien entendu Oui, j'ai bien entendu. Donc, alors oui, c'est un bon sujet parce que c'est un vrai pôle important pour nous. On a mis en place un outil de mesure de l'empreinte carbone personnalisé pour chaque team. On a une équipe derrière qui fait des formations. On a mis en place aussi une formation au changement climatique avec 3 sessions avec un expert avant The Ocean Race Europe pour l'ensemble des équipes. En fait, notre volonté, c'est pour ceux qui en ont besoin, c'est vraiment d'accompagner pour nous aider à mesurer l'impact de l'ensemble. On l'a vu, hein, c'est 1/3 pour les équipes. Et puis, les accompagner aussi dans des mesures de réduction, dans la collection des données, dans des initiatives. Donc, et aussi pour montrer aux équipes et aux navigants à quel point ce sujet est important et à quel point eux-mêmes ont une voix qui porte plus que l'organisateur de l'événement et qu'ils doivent utiliser pour sensibiliser à l'action sur l'ensemble des autres de leur audience. Donc, oui, on a des checklists, on a toute une série de guides sur comment on organise une course zéro plastique. Donc, on a un vrai soutien de toutes les équipes et on a envie que ça aille encore plus loin. Oui, il va falloir aller bien plus loin d'ailleurs, hein, que tous les teams s'y mettent et qu'on se forme tous aux enjeux parce que voilà, on a encore un très long chemin à faire ensemble, mais en tout cas, ça avance bien. Je crois qu'on est pas mal en timing là. Ouais, j'allais dire que ça avance bien et que j'allais faire une transition. Ça avance bien aussi sur la Transat Jacques Vabre, sur la dernière course. On remercie Anne-Cécile. Merci beaucoup Anne-Cécile pour ta participation. Merci beaucoup, c'est super. Et puis on va avoir plein de choses à faire ensemble hein, dans les. Est-ce qu'on a une dernière question. C'est un rappel, le rappel de Anne-Cécile sur scène. Merci et merci pour la présentation. Je rebondis juste sur ce qu'on vient de dire. En termes d'outils, donc si je comprends bien, c'est plutôt pour accompagner les équipes sur l'empreinte pour une course, de l'organisation d'un événement. Est-ce que ça serait à terme, il y a aussi l'intention d'accompagner les équipes sur l'analyse de cycle de vie du bateau, de la construction? Je sais que c'est très compliqué comme sujet. Est-ce que c'est voué à être un sujet pour The Ocean Race? Alors, absolument, on travaille avec tout un groupe de gens qui ont bien avancé sur ce sujet et je pense que Damien pourra en parler un peu plus précisément. Marine Shift 360, j'allais dire 360, est un outil qui est quand même hyper intéressant à utiliser. Et à travers cet Innovation Workshop sur le Sustainable Boat Building qu'on a organisé, l'idée c'est vraiment de se mettre ensemble, de comprendre quel est le meilleur outil, de voir comment on peut collecter des données ensemble pour pouvoir mieux comprendre où sont les enjeux et mieux les réduire surtout. Donc, on n'est pas constructeur de bateaux, mais on est hyper concerné on a investi pas mal pour organiser et faire en sorte que nos courses, d'ailleurs, on réfléchit sur les règles de course avec l'IMOCA, avec tous les autres organisateurs, pour voir comment on peut, dans les règles de course, faire accélérer le changement. Et on a pas mal de discussions intéressantes sur le sujet. Donc, watch this space, ça va changer. Alors, Damien nous fait une petite précision là-dessus.
Vas-y rapidement. Si Pas tu veux. complémenter parce que c'est parfait, Avec plaisir. effectivement, ce qu'elle explique Anne-Cécile, mais quand on parle de ACV de bateau, c'est pour préparer une opération et après une course. Donc, ça décrit 3 sauts, quelque part, 3 scopes de responsabilité. Anne-Cécile explique bien déjà le scope d'un événement. C'est super compréhensif, inclut leurs opérations, mais leur potentiel d'influence bien au-delà de ça. Quand on parle de ACV d'un bateau, là, on tombe clairement dans la responsabilité d'une équipe. Ça, et donc, dans notre cas, dans la classe IMOCA, on prépare un Ocean Race, mais notre responsabilité d'abord, c'est de comprendre l'impact de construction de bateaux. Et pour ça, effectivement, la classe IMOCA inclut une étude ACV, le Marine Shift 360, pour tous les nouveaux bateaux qui viennent dans la classe vont être calculés en utilisant cet outil pour déjà comprendre l'impact et les enjeux prioritaires et pour par la suite, éventuellement, mettre un plafond ou même, pourquoi pas, mettre un prix de carbone en face. Mais ça, c'est vraiment la partie responsabilité d'équipe. Après, la partie opération, c'est de jour en jour, arriver aux événements. Et là, ce qu'explique Anne-Cécile, effectivement, c'est comment on peut se comporter comme un événement net positif qui vraiment de pas juste faire moins bien, mais vraiment prendre la perspective comment on peut rendre notre milieu de le secteur d'opération et influence mieux par notre présence, ce qui est clairement l'objectif de leur équipe. Super. Merci Damienne. Un grand merci Anne-Cécile. Tu peux rester avec nous si tu veux, ou autrement on se reverra très bientôt. Et on va donner la parole à Émilie Lorenz de la Transat Jacques Bonjour à Vabre. tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. C'est tout bon. Super. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que ça marche? Il faut que tu choisisses l'écran numéro 2. Là, on voit encore ton... Voilà, là, c'est bon. Ok, ouais. Ok, c'est parti. Ok, top. Peut-être me présenter super rapidement pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Je travaille dans l'événementiel sportif et puis depuis quelques années, à peu près 5 ans, je me suis spécialisée dans le développement durable. J'ai eu la chance de travailler avec Anne-Cécile sur la dernière campagne de The Ocean Race. Et depuis, je travaille pour une agence que j'ai co-créée. On fait de la communication et du conseil dans le développement durable. Moi, je m'occupe de la partie événementielle, donc je conseille des événements. Je travaille notamment dans le cadre avec la Transat Jacques Vabre. C'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à travailler pour la Transat Jacques Vabre en janvier 2021 et je les ai accompagnés sur la mise en place d'une stratégie à Vision 2025. Donc, on a mis en place une nouvelle stratégie. J'ai également mis en place le plan d'action pour l'édition 2021. Et puis, j'ai réalisé le bilan carbone que je vais aujourd'hui vous présenter. Je ne vais pas détailler la stratégie qu'on a mis en place. Le bilan carbone, c'est une toute petite partie de la stratégie, comme l'a expliqué Anne-Cécile. C'est vraiment c'est très important, mais c'est une petite partie. Nous, avec la Transat, on a fait le choix de travailler sur 3 sujets, 3 axes. Le premier, c'est vraiment la réduction de notre impact, donc, qui comprend le bilan carbone. Mais on travaille aussi sur le partage et l'inclusion. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'assister à la conférence qu'on a organisée sur le départ. Mais l'idée, c'est justement d'organiser l'événement pour sensibiliser sur des sujets, mais d'être une plateforme aussi de partage des bonnes pratiques. On fait beaucoup de sensibilisation aussi, on travaille avec les écoles, un programme d'éducation. Et puis notre troisième axe, c'est vraiment l'ancrage territorial et l'innovation. On a la chance de travailler avec la ville du Havre. La Transat est vraiment ancrée au Havre et elle est de lien très fort avec la ville et la région Normandie. Donc ça nous permet vraiment de travailler sur des projets, ce qu'on appelle héritage, notamment le challenge innovation qu'on a réalisé, où on a permis à 4 startups d'être incubées dans des incubateurs et pouvoir de développer des solutions qui sont justement des solutions qui visent à réduire l'impact sur l'environnement. Vous m'excuserez, alors tout ce qu'on a fait sur la Transat 2021, ça va sortir dans un rapport au mois de juin.
Et donc là, les graphiques que je vais vous montrer, c'est des graphiques avant design. Je voulais vous montrer quelque chose, je voulais vraiment vous donner des chiffres concrets parce que c'est intéressant, donc vous m'excuserez pour le design. Pas de problème. On passera. Je voulais vous parler un peu du périmètre de ce qu'on a mesuré, parce que ça commence par là. Donc, il y a des catégories d'émissions. Il y a l'énergie, le déplacement, les intrants, donc qui correspondent à tous les achats de biens et de services qu'on a fait, le fret, les déchets et les immobilisations. Donc, on a essayé de calculer, d'être le plus précis possible et de calculer un maximum de choses possibles. Pour vous donner une idée, normalement, le bilan carbone, on doit se poser la question, est-ce que s'il n'y avait pas l'événement, il y aurait eu cette action, cet impact? Et si la réponse est s'il n'y avait pas eu l'événement, il n'y aurait pas eu cette action, dans ce cas-là, on doit calculer. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit calculer. Ça, par exemple, un entraînement d'un IMOCA qui aurait lieu 3 mois avant, mais qui est spécialement dédié à Transat Jacques Vabre, normalement, on devrait le calculer. Donc, ça ne commence pas le jour d'ouverture du village, ça ne termine pas à la fin d'ouverture du village. Vraiment, ça commence à tout ce qui concerne la Transat Jacques Vabre. Donc, certains, on a eu des réflexions, par exemple, oui, les retours cargo, ça ne concerne pas l'événement parce que c'est la responsabilité des équipes, c'est après l'événement. Mais en termes de bilan et d'impact carbone, ça tombe sous notre périmètre parce que s'il n'y avait pas eu la course, on n'aurait pas eu des bateaux qui seraient rentrés en carbone, qui auraient traversé l'Atlantique sur un cargo. Donc, en fait, c'est très, très large. On a mis des outils en place pour calculer un maximum de choses. C'est comment on calcule un bilan carbone, on récolte des données de diverses façons. On a mis en place des questionnaires, on utilise justement la toolbox que mentionnait Damian. Et c'est assez difficile. Pour vous donner aussi une indication, je pense que c'est intéressant de savoir comment on fait un bilan carbone et on rencontre des difficultés parce qu'il y a des données qui sont difficiles à avoir, pas forcément accessibles. Donc, et ça prend du temps. La temporalité est aussi importante. Donc, nous, on a pris en compte... je vais changer. Je vais aller trop loin. La temporalité importante. Nous, en fait, on est parti... le bilan carbone, il commence en début d'année 2021 et il se termine fin janvier 2022. Donc, ça comprend tous les déplacements des équipes pour la préparation, les déplacements en Martinique, pré-événement, l'événement, les 2 villages, et puis aussi post-événement, il y a eu des réunions, il y a eu des débriefs, etc. Donc, ça concerne toute cette période-là. Quelques informations importantes, c'est important pour évoluer quand on donne des chiffres. On est aussi, et de comparer si on souhaite comparer. Le dernier bilan carbone de la Transat Jacques Vabre a été réalisé malheureusement en 2013, donc ce qui fait qu'il y a eu un énorme gap entre les 2 éditions. Donc, c'est très, très difficile de comparer. Mais en tout cas, d'avoir ces informations-là, ça permet de comparer avec des chiffres concrets. Par exemple, en termes de superficie de village, le village n'a jamais été aussi grand qu'en 2021. Donc, forcément, ça a des implications sur le nombre d'exposants, sur le nombre de tentes, sur nos besoins en énergie. En termes de nombre de visiteurs, on a aussi explosé des records. En termes de participants aussi, on a eu 79 inscrits, ce qui était également un record, si je ne me trompe pas. Et puis, on a eu aussi un village qui était assez long en Martinique et puis un vrai village arrivé avec une superficie quand même assez grande. On rentre dans les chiffres. Donc, tout ça, ça sera dans le rapport qui sortira en mois de juin. Ça n'a pas été diffusé encore. Donc, on a émis sur la dernière Transat Jacques Vabre 8188 tonnes équivalent carbone CO2. Et donc, on a le détail dessous par catégorie d'émissions. Et en pourcentage, pour donner un peu des indications, c'est plus lisible. Donc, les déplacements, ça représente 85%. Donc, c'est le principal émission. En deuxième vient les intrants. Donc, c'est tout ce qu'on a, tous nos achats, tous nos achats de services et de biens. Ensuite, c'est l'énergie. Donc, quand on parle d'énergie, on parle d'électricité, le courant principal, les groupes électrogènes, mais aussi tout ce qui est carburant. Et ensuite, qui est vraiment à des proportions beaucoup moindres, on a le fret, les déchets et nos immobilisations. Pour les déplacements, est-ce que tu peux préciser, c'est qui? C'est les équipes et l'organisation ou ça comprend le public aussi? Ouais, tout. Alors, c'est la slide d'après. OK. Donc là, je l'ai mis dans un graphique, c'est plus visible. On voit bien vraiment que les déplacements, ça explose le bilan. Donc les intrants, énergie, on retrouve la même catégorie. Et en fait, c'est les déplacements de toutes les personnes.
Et donc, quand on va dans le détail des déplacements, quand on regarde les catégories de population, c'est les déplacements des visiteurs qui représentent la part la plus importante du bilan carbone. Donc, on a ici les visiteurs, on a une organisation, donc c'est nous, donc c'est tous nos déplacements entre janvier 2021 et fin janvier 2022. Les exposants qui sont venus sur l'événement, donc là c'est vraiment les exposants qui se sont déplacés en véhicule qui sont venus. Les médias, les partenaires, les fournisseurs, par exemple, le représentant de VNB, il a fait livrer des choses, mais il est aussi venu sur l'événement en voiture, et les teams. Pour les teams, les informations ont été collectées via la Toolbox, en fait, qui est un outil qui avait été utilisé. La Toolbox a été développée par Elementor Racing Team et qui a été adoptée par l'IMOCA et rendu obligatoire d'utilisation. Donc, ce qu'on s'est dit à 35 Map, c'est qu'il y a un outil qui est déjà utilisé par une classe. Donc, on va essayer d'utiliser cet outil-là et de le proposer aux autres classes. Donc, en fait, c'était un calculateur qui était envoyé aux équipes pour redonner les déplacements. Après, je vous disais… Tout le monde devait répondre, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais tout le monde devait répondre et a répondu ou c'était juste informatif? Normalement, dans l'annexe, c'était demandé de remplir, c'était obligatoire. Après, on a fait une annexe environnementale qui avait des faiblesses, et notamment, il n'y a pas de pénalité ou de bonification ou de contraintes, vraiment. Donc, il y a pas on est loin d'avoir toutes les équipes qui ont joué le jeu. Tu as reçu combien de réponses environ sur l'ensemble du team? À peu près, ça dépend des classes. Par exemple, les Ocean 50, on en a eu pas mal. Je pense qu'on en a eu 3 ou 4. Mais classe 40, on a dû en avoir à peu près le même nombre et IMOCA un peu plus. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des moyennes pour arriver aux chiffres les plus précis. Donc, c'est ça aussi. Je disais la difficulté d'avoir des chiffres dans un premier temps et puis après d'avoir des chiffres précis. En fait, le bilan, j'espère, comment dire, les chiffres sont pas d'une précision extra importante, mais ce qui est important, c'est les ratios, où sont les émissions, mais on n'est quand même pas très très loin de la vérité, mais on n'est pas à quelques kilos ou même quelques tonnes près. Okay. Parce que par exemple, pour les visiteurs, on n'a pas interrogé les 450 000 visiteurs qui sont venus sur le village. Bon, c'est important aussi de préciser et donc dans le rapport, tout est précisé. Il faut être super honnête de dire comment on a calculé les chiffres et comment on a obtenu ces éléments. On a fait un échantillon. Dans ces échantillons-là, on a fait des moyennes, des ratios, etc. pour arriver à ces chiffres-là. Et en fait, par exemple, un visiteur, en moyenne, c'est 13 kg de CO2 quand il vient sur le village. Donc voilà, ça donne des moyennes et qu'on a extrapolé au nombre de visiteurs. Mais le nombre de visiteurs lui-même, est aussi imprécis parce qu'on n'est pas à 10 visiteurs près. OK. Donc ça comprend tous les publics. J'ai fait un petit focus, en fait, très rapidement pour se rendre compte aussi sur le périmètre. Nous, on a pris en compte vraiment ce qui n'a pas été fait en 2013, mais là, sur la Transat Jacques Vabre 2021, on a vraiment pris en compte tout ce qui était en Martinique, autant que ce qui était au Havre. On a vraiment travaillé en collaboration, donc toute la stratégie a été mise en place des deux côtés. Et puis aussi sur la mesure, on a vraiment tout calculé en parallèle. Et donc là, c'est en fait pour se rendre compte que le moyen privilégié pour se rendre sur les deux villages, donc au Havre, en Martinique, reste encore la voiture individuelle. Ça représente 80%, entre 77% en Martinique et 80% pour le Havre. La provenance, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, ça explique, et aussi l'expliquer, on a de la chance, on est à 13 kg par CO2 par visiteur, mais aussi parce qu'on a eu très peu d'étrangers. Alors, je ne sais pas si je pense que le Covid a aussi empêché un petit peu avec les restrictions pour voyager, donc on n'a pas des masses d'étrangers, mais par exemple, si dans les échantillons, il y avait eu, il y en avait quelques-uns, si on avait eu 10% d'étrangers de plus, ça aurait explosé les chiffres, parce que là, ça veut dire du transport en avion, etc. On a une majorité, on a 40% qui viennent quand même du Havre, 20% de région Normandie et 40% des autres régions de France. Et le transport privilégié en venant des autres régions, ça reste encore la voiture. Super, Émilie. Juste, il te reste, on prolonge un petit peu, mais si tu peux conclure dans la minute qui vient, c'est parfait. Merci. Ok, j'accélère. Donc, pour les événements, donc nous, le principal pour les déplacements, ça reste pendant l'événement.
Je vais passer sur l'énergie, c'est assez intéressant. Donc, tout ce qui est électricité temporaire, courant principal, aussi tout ce qui est carburant pour les moyens nautiques. Pour moi, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Donc, le premier pot pour ça, c'est le carburant qui est utilisé pour les moyens nautiques à l'arrivée. C'est énorme en termes de litrage. Donc, je sais pas, pour ceux qui ont participé, les navettes allaient chercher en fait jusqu'au Rocher du Diamant parce qu'il y avait un prix Rocher du Diamant, donc ça fait beaucoup d'allers-retours. La période s'est étalée. Les arrivées ont été très étalées, donc beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est notre principal poste d'émission. Deuxième, c'est les vedettes de relations publiques qui sont affrétées par les teams. Et troisième, c'est les moyens nautiques des teams. Et un autre truc aussi qui est intéressant, parce que c'est contrairement à ce qu'on peut penser, je pense, et c'est intéressant de le préciser, on a eu un spectacle de voltige au départ, avec des petits avions de voltige, et l'impact, en fait, est relativement minime. Et là, ce que je voulais illustrer, c'est qu'en fait, parfois, c'est ce qui est le plus visible, qui est le plus polluant ou le plus impactant. Les vedettes de relations publiques, c'est très visible, hein, pourtant. Hein. C'est très visible. Moi, je peux partir pour le spectacle de voltige parce que des fois, on peut être. Moi, je l'ai pas vu sur le voie. T'as pas eu le temps, c'était trop rapide. Les achats, donc ça représente, c'est le troisième poste. Donc, ça, par exemple, c'est tout ce qui est partie restauration, tous les repas qu'on a servis, toutes les boissons qui ont été servies, tous les cafés qui étaient offerts. C'est les repas qui ont un impact le plus important. Et par exemple, les autres intrants, les vêtements, ça c'est énorme. Et en fait, c'est parce qu'on a une énorme quantité et on a choisi des vêtements de qualité en laine. Et malheureusement, la laine a un impact carbone plus élevé que d'autres matériaux, donc ce qui fait que c'est assez élevé. Je me dépêche. L'hébergement, ça a été pris en compte pour toutes les populations. Les visiteurs, ça reste le poste le plus important parce que sur 450 000 personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont passé plusieurs nuitées. Donc, quand on est hébergé à un hôtel, etc., il y a un bilan carbone, enfin, il y a un impact carbone associé. L'impact numérique, c'est les visites sur le site internet. Donc, c'est quelque chose, ce que je voulais insister, ce que je voulais montrer aussi, c'est que l'impact de la transaction Java, le plus gros impact, c'est sur une partie qu'on ne maîtrise pas directement. C'est sur une partie qu'on peut influencer, notamment sur le transport des visiteurs. On peut faire la sensibilisation, on peut mettre des bus, etc., plein de choses en place, mais ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise directement. C'est pareil sur l'impact numérique, c'est l'impact, c'est les visites sur le site internet. Là, rapidement, sur le fret, c'est le fret routier qui est le plus important, si on apprend sur les exposants. En fait, par exemple, pour le montage des tentes, c'est des tentes lestées, donc il y a beaucoup de transport de camions pour amener les lestes des tentes, etc. Donc, ça représente assez important. Et sur le retour cargo, on en parlera peut-être plus tard dans les questions, mais voilà, justement, on travaille, on collabore avec notamment Stéphane, il y a plusieurs coureurs aussi, il y a Adrien Hardy qui s'est penché sur le sujet, sur le retour cargo. Adrien est là aussi, hein, il nous écoute. Ah bah, super, on en parlera peut-être après, mais du coup, pour essayer d'avoir vraiment des chiffres intéressants et au plus proche de la réalité, parce que les chiffres aujourd'hui de l'ADEME ne correspondent pas à notre industrie. Donc, on est en train, là, j'ai pris moi les chiffres que m'a donné Gag Pandar. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le retour cargo en lui-même et en termes d'impact est presque aussi impactant que la logistique liée au retour cargo de Gag Pandar avec les personnes qui ont voyagé, qui sont allées notamment en Martinique en avion pour gérer les conteneurs, la douane, etc. Les déchets, c'est le plus visible en fait, et c'est là où on peut, par exemple, c'est là où il faut être irréprochable parce que c'est super important, mais au final, l'impact carbone est relativement faible. C'est les déchets ménagers sur le village qui représentent la part la plus importante. Et voilà, j'ai fait. Alors, on ne peut pas faire de comparaison parce que le dernier bilan date de 2013 et entre-temps, voilà, les facteurs d'émission ont changé parce qu'en fait, pour avoir nos chiffres, c'est nos informations, par exemple la quantité d'énergie qu'on a consommée, qu'on multiplie par un facteur qui est notamment les facteurs de l'ADEME qui est dans une base de données. Donc ces facteurs-là ont pu changer. On a plein de choses qui ont changé, on n'a pas le même nombre de bateaux d'inscrits, on a un village différent. Donc, ce que je fais, c'est juste faire un rapprochement des données, en fait, par rapport à... Enfin, je fais des ratios. Donc, les émissions par rapport aux bateaux d'inscrits en 2013, c'était 209 tonnes équivalent en 2013. Et là, on est passé à 104 tonnes en 2021. Donc, c'est quand même plutôt positif, même si c'est pas comparable, mais ça donne une ordre de grandeur. Et par rapport à la surface du village, qui a quasiment... qui a explosé depuis 2013. Et donc là également, on a réduit. Alors, on est passé de 2,09 à 0,82. Merci beaucoup, Émilie. On va tout de suite passer aux questions s'il y a des questions dans la salle. Moi, je voulais saluer aussi le travail de la Transat parce qu'effectivement, cette annexe environnementale
C'était un peu une première sur une grande transat comme ça. On avait travaillé dessus avec Adrien aussi. Voilà, on était un petit groupe de coureurs. Enfin, l'organe nous avait consulté la vague pour qu'on donne des idées. Donc, c'était super chouette de voir que ça se met en place. Et voilà. Est-ce que tu sais, Émilie, déjà, si. Alors, je sais qu'on va en parler après avec Stéphane, mais qu'est-ce qui vous a plu dans cette annexe? Qu'est-ce qui a marché, pas marché? Qu'est-ce que vous avez envie de faire mieux pour la prochaine fois? Je pense déjà que ce document existe, c'est super important et on était super contents à la Transat. La faiblesse de ce document, c'est qu'il n'y avait pas de moyen de contrôle officiel et ça demande des ressources. Cécile en parlait tout à l'heure, la chance d'avoir une équipe de 10 personnes. Nous, à la Transat Jacques Vabre, si jamais ça intéresse les gens, moi j'étais à mi-temps l'année dernière. J'ai commencé en janvier pour une course qui était en fin d'année, c'était court. Donc là, on a essayé d'être dessus un peu plus tôt. Et voilà, mais c'était un super document qui avait des faiblesses, moyens de contrôle, ça demande des ressources. Et puis aussi, il n'y avait pas de pénalité ni de bonification, contrairement aux autres annexes, par exemple les Adidas Media, où il y a une incitation en tout cas. Donc, ouais, des indices écologiques dans la performance, c'est des sujets. Parce qu'en fait, c'est un des vrais sujets aujourd'hui. On parle beaucoup de chiffres et on se rend compte pour influencer et pour trouver des solutions et pour avancer concrètement, on a besoin aussi de raconter d'autres choses et de motiver les gens avec différentes petites carottes, comme on dit. Et on est tous des joueurs, on a tous envie de gagner. Comment on fait pour intégrer dans la performance des indices? Mais ça, on en parlera avec Stéphane parce que là, il y a des choses intéressantes, je pense, avec les points que vous voulez mettre. Et voilà. Et donc là, on a eu un doc vraiment très, comment dire, solide sur plein de chiffres. Les docs de demain, ça sera aussi d'essayer de proposer aussi en face de ces chiffres des solutions, parce que par exemple sur les navettes, il y a des choses très simples à faire. On fait de la voile, on peut aussi faire que les gens viennent à la voile regarder une partie de nos courses. Bref, il y a une montagne de possibilités et on va laisser peut-être la salle poser une question ou deux et puis ensuite passer au clou du spectacle avec Stéphane. On a déjà une question dans le Zoom, comme ça va commencer. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qui est compris dans les immobilisations? Ouais, alors en tant qu'événement, on n'a vraiment pas beaucoup. On n'en avait pas jusqu'en 2021. On a acheté en fait une animation, les winch, on les a achetés. Donc en fait, les immobilisations, c'est le stockage de cette immobilisation qu'on a acheté. C'est un impact. C'est vraiment mineur. Enfin, ça ne représente pas grand-chose. Question dans la salle. Bonjour, Antoine Denis. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines courses pour diminuer l'impact carbone majeur qui est celui des visiteurs. Quelles pistes sont envisagées? C'est une grande question parce qu'en fait, c'est le modèle économique qui repose là-dessus. On vend des espaces aux coureurs. Enfin, les coureurs vendent des espaces de promotion à leurs partenaires, etc. Donc, aujourd'hui, une course, c'est un succès s'il y a du monde dans le village. On est content de battre des records de population, de fréquentation. Mais en effet, c'est l'éléphant dans la pièce, il faut qu'on en parle. Donc, malgré tout ce qu'on fait, sur la Transat Jacques Vabre, on avait un partenaire avec le transport de bus de la ville du Havre. On a fait une super campagne de promotion pour venir en tram. Il y a un arrêt de tram et un arrêt de bus. Le problème, c'est qu'il y avait des travaux sur la ligne SNCF Paris-Le Havre. Donc, c'est-à-dire que les trains, c'était l'enfer. Donc, personne, et même les médias ne sont pas venus en train. Alors je suis venu en train, ça marchait très bien. Ouais, et moi, je peux valider que la campagne avec les tramways et tout fonctionnait très bien. C'était très bien. Mais voilà, la SNCF ne nous a pas aidé quand même parce qu'il y avait des trains, des travaux, etc. Mais même tout ce qu'on fait en tant qu'organisateur, à un moment, ça va être la limite. C'est la volonté personnelle de la personne. Je pense que les mentalités sont en train de changer et que les gens utilisent de plus en plus de mobilité douce. Mais à la limite à ça, je pense qu'après, la question qu'il faut se poser, c'est comment on engage les visiteurs et comment sans leur faire poser la responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de compenser ou de... Voilà. Ok. On va lancer un atelier là-dessus alors. Merci. Comment changer le modèle? J'ai pas la solution encore. Ouais. Bon, super. Merci, Émilie. D'autres questions ou pas? Est-ce qu'il y a des chiffres qui vous ont choqué, pas choqué? Damian? Salut, Émilie. C'est une discussion qu'on a eue ensemble avec Arthur d'ailleurs après l'événement de succès de tout le programme qui était mis en place. Donc, bravo. Mais peut-être juste pour partager ce soir avec le monde ici, le challenge qu'on avait
de vraiment intégrer l'interaction lors d'événements avec les équipes et les skippers. Que, en fait, pour vous qui est responsable de mise en place de tout ce programme, comment ça fonctionne vis-à-vis vraiment le responsable d'événement et comment on peut faire mieux pour la suite pour que justement, quand il y a un événement comme ici ce soir, mais on a eu au Havre, comment on peut faire en sorte qu'il y ait une vraie présence et que c'est déjà planifié d'avance avant que les bateaux et les équipes partent d'ici en Bretagne pour arriver là, pour que c'est déjà dans le planning. Parce que c'était vraiment un défi. Donc, j'imagine que vous avez réfléchi et comment vous pouvez inciter vos chefs pour mieux intégrer cette notion. Parce que quelque part, ce n'est pas juste une pénalité. Il faut les inciter, il faut le permettre, il faut l'intégrer un peu dans le briefing skipper. Voilà. Ouais, on a commencé, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais je vais pas spoiler la présentation de Stéphane, mais dans l'annexe environnementale de la Route du Rhum, on prévoit un atelier, en tout cas pré-événement, pour sensibiliser, pour discuter de tous ces sujets-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de collaboration, justement, et je pense que la vague est un peu au milieu de tout ça et a vraiment un rôle à jouer aussi pour communiquer et faire l'interface entre les organisateurs et tous les skippers et organiser. Je pense qu'il faut organiser de plus en plus de réunions comme ça. Et je pense que les organisateurs seront ravis de donner du contenu et de bénéficier du retour aussi de ces échanges. C'est le but et merci en tout cas. Et on a appris ce soir, en fait, on ne savait pas que vous travailliez, Émilie, avec Stéphane et qu'il y avait plus d'échanges, de plus en plus d'échanges. Stéphane était d'ailleurs présent au Havre. Donc voilà, merci beaucoup, Émilie. On va passer la main à Stéphane et reste avec nous si tu veux, si tu as des questions, si tu veux apprendre des trucs sur le travail que tu as fait avec Stéphane. On sera ravis en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bien au milieu, parce que je crois que tu vois, on ne voit pas la caméra. Donc, rebonjour. Moi, je vais vous présenter les bilans carbone de 2 événements au CESPOR, la Solitaire du Figaro 2021 et la Route du Rhum destination Guadeloupe 2018. Et ça ne fonctionne toujours pas. Allez, je passe un peu vite. Je vais vous présenter très rapidement la stratégie RSE de CESPOR, donc Racing Sport, et après je vais détailler pour chacun des événements. Pour nous, la minimisation de l'empreinte carbone, ce n'est pas juste une action annexe, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Même si on a l'habitude de voir la neutralité carbone à peu près partout dans la presse, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent dessus. Avant d'atteindre cette fameuse neutralité carbone, il y a énormément de boulot, sans compter le fait que le terme neutralité carbone peut parfois être remis en question. Mais du coup, cette minimisation de l'empreinte carbone est vraiment un élément central pour nous. Et là, il y a écrit 2028. Il y a écrit 2028. Merci de me le rappeler. Et on verra tout à l'heure que les bilans carbone dont on dispose aujourd'hui font qu'on est encore assez loin d'atteindre cet objectif. Et juste, l'autre axe important de la stratégie Racing Sport, c'est vraiment la maximisation de l'impact, de se dire, on a des événements qui sont extrêmement populaires, visibles. Utilisons cette popularité comme plateforme d'impact pour former le public. On a des intervenants. Si ceux qui sont sur le Zoom, si vous pouvez couper vos micros, on sera ravis de vous entendre ensuite. Merci beaucoup. Ça ne fonctionne pas. La télécommande ne marche pas. La télécommande marche. Je vais commencer par le bilan carbone de la Route du Rhum destination Guadeloupe 2018. Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé l'été dernier chez OC Sport, donc ce n'est pas moi qui ai fait l'exercice, c'est EcoAct, un cabinet conseil spécialisé en carbone. C'est l'une des références françaises. Il manque des éléments de méthodologie, donc je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions. Ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment une prise en compte des scopes 1, 2 et 3. Donc les scopes 1 et 2, les émissions directes, scope 2, émissions indirectes, et scope 3, les autres émissions indirectes.
Et là, ce qui est vraiment important, c'est le déplacement des visiteurs. C'est juste un petit rectangle bleu en bas, mais on va voir que ça représente beaucoup, beaucoup de choses derrière. Et cette prise en compte de l'ensemble des scopes est importante, parce que si on parle juste des scopes 1 et 2, la neutralité carbone peut être atteinte globalement à la fin de la semaine. Ça peut être... Non. Alors, tout à l'heure, Émilie nous a présenté un chiffre de 8800 tonnes pour atteindre Jacques Vabre. Vous êtes un peu plus élevé, vous. Je rêve du même bilan carbone. Sur la route du Rhum, destination Guadeloupe 2018, on a 145 800 tonnes. Donc, c'est l'équivalent d'une ville de 13 500 Français pendant un an. En sachant qu'un Français moyen, c'est à peu près 11 et 12 tonnes par an. Et combien de visiteurs, je crois que c'est écrit là, mais... Alors, le nombre de visiteurs sur le village, c'est 1,3 million. Et le nombre de visiteurs total sur l'événement, donc des gens qui n'ont pas forcément voir le village, c'est 2,2 millions. Okay. Mais encore une fois, il manque d'éléments pour savoir exactement qu'est-ce qui a été pris en compte en termes de visiteurs. Mais en tout cas, un bilan carbone extrêmement élevé, même par rapport à Ocean Race, il était à 30 000. Et on avait eu le bilan carbone des Jeux Olympiques, je crois, Ils sont à 1,5 million. C'est ça. Ouais. Donc on est à 1/10. J'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible. Dans ce bilan carbone, on voit que la partie transport est extrêmement importante, parce qu'en fait, on est à 77% du total, c'est juste les déplacements. Donc on retrouve quelque chose d'assez similaire par rapport à ce qu'a présenté Émilie tout à l'heure. Elle était même un peu plus élevé sur la train de Jacques Vabre. Et le reste, c'est vraiment les intrants. Donc c'est le deuxième poste comme pour la train de Jacques Vabre. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est assez cohérent. Il va changer ta place, je pense. Je vais juste faire un zoom du coup sur les déplacements. Et en fait, on se rend compte que 95% des émissions de déplacement, ce sont les visiteurs. Donc en fait, ça fait 73% du total. Donc quand on dit qu'on n'a pas forcément la main pour réduire le bilan carbone des événements, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on réussisse à changer la manière dont les visiteurs viennent sur les événements. Clairement, sortir de la voiture individuelle qui représentait 43% des émissions. Et on voit qu'en fait, le train représente seulement 2% des émissions, alors que c'était 66% des kilomètres. Donc, c'est vraiment réussir à faire en sorte que les visiteurs ne viennent plus en voiture individuelle, mais prennent le train, parce que ça permet de réduire drastiquement les émissions. Et comme le disait Arthur tout à l'heure, je travaille aussi un petit peu en Suisse sur des événements de masse. Et sur le triathlon l'an dernier, on a la même chose, on a 3% des participants qui viennent en avion et qui émettent 65% des émissions totales des participants. Donc autant dire que quand on recrute des participants maintenant, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent venir en train. Donc je ne vais pas m'attarder sur le bilan carbone de la route du Rhum destination Guadeloupe, mais ce chiffre de 73% du bilan carbone total qui est les déplacements des visiteurs est vraiment important. Le bilan carbone ensuite de la Solitaire du Figaro 2021. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait celui-là. C'est des chiffres tout nouveaux, ça on l'a C'est des chiffres tout nouveaux. Si, ils ont été communiqués aux skippers qui ont participé l'an dernier. C'est quelque chose qui a été fait. Alors voilà, c'est important de représenter le scope. C'est à peu près le même schéma que l'an dernier, que pour la route du Rhum destination Guadeloupe 2018. On retrouve les mêmes postes. J'ai ajouté les voiliers, même si je vais mettre un petit bémol après, parce qu'on manque souvent de données. Mais là encore, on retrouve les scopes 1, 2 et 3, donc l'ensemble des émissions directes et indirectes liées à l'événement. C'est quelque chose que j'ai fait à partir de la base ADEME, mais avec un fichier Excel, donc avec toutes les limites que ça entraîne en termes de méthodologie, en termes de robustesse des données. On a réalisé ça par échantillonnage, notamment pour les visiteurs, parce qu'on n'a pas eu 450 000 visiteurs comme sur la Transat Jacques Vabre, mais on en a eu quelques dizaines de milliers. Et du coup, on fait un échantillonnage à chaque fois sur le même principe que ce qu'a présenté Émilie tout à l'heure.
la slide précédente, ça montrait tout ce qu'on souhaitait inclure, donc les scopes 1, 2 et 3, et en fait, on se rend compte que concrètement, il y a des données qui sont extrêmement compliquées à récupérer, soit parce qu'on n'a pas les facteurs d'émission, ou on n'a pas de facteur d'émission robuste. Donc, ce que j'appelle un facteur d'émission robuste, c'est soit de l'ADEME, soit l'équivalent. Soit les données sont compliquées à récupérer, le nombre de bateaux spectateurs à un instant T sur un départ. Alors, on peut éventuellement avec des images, etc., mais après, la consommation va beaucoup varier, donc on n'a pas pris en compte ces éléments. Les soirées officielles qui ont été organisées à chaque étape, parce qu'il aurait fallu demander les éléments aux villes qui organisaient ces soirées plusieurs mois avant pour qu'ils anticipent. Et comme je suis arrivé 3 semaines avant la solitaire, ça n'a pas pu être fait. Certaines données des équipes locales d'organisation, pour ceux qui ont été... C'était particulièrement vrai à Saint-Nazaire. Pour ceux qui ont été sur le village, il y a beaucoup de personnes de la ville de Saint-Nazaire et du département de Loire-Atlantique. Donc, c'est des déplacements de ces personnes-là. Parfois, les repas consommés sur certains villages, les flux médias. Ce qui est lié à notre site Internet, c'est relativement simple. Par contre, ce qui est lié aux réseaux sociaux, c'est plus compliqué à prendre en compte. Les banderoles et drapeaux. La fabrication des Figaro Beneteau, parce qu'il n'y a pas d'ACV des Figaro qui ont été faites. C'est étrange, ça, dis donc. Ouais. C'était prévu, il paraît, mais ça n'a pas été fait. Ouais. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en compte les voiles qui ont été fabriquées pour la solitaire du Figaro 2021. Dans certaines villes, les données électricité et eau n'ont pas été faites, donc j'ai fait des estimations, mais ça ne change pas grand-chose. Et certaines opérations de relations publiques des équipes sportives. Et le bilan total est de 528 tonnes équivalent CO2. Et on retrouve globalement la même répartition avec les transports qui sont majoritaires. On est à 54% au niveau du transport de personnes. Ensuite, on retrouve toujours la même chose, hein, logement, restauration. Et par contre, le troisième poste qui s'élève à 10%, c'est tout ce qu'on appelle médias. Et en fait, la particularité sur la solitaire du Figaro, c'est qu'il y a 3 bateaux qui suivent la course, l'intégralité de la course. Sur les 3 bateaux en 2021, il y avait un bateau à voile et 2 bateaux à moteur. Et du coup, les 2 bateaux à moteur ont utilisé 13 500 litres de fuel, qui représente à peu près 44 tonnes de CO2. Et du coup, j'anticipe la question à côté, c'est que dès 2022, il y a un des bateaux qui suit la course, qui est un moteur landanier, qui sera à voile cette année. On conserve un bateau à moteur pour des raisons de sécurité. Mais du coup, dès cette année, il y aura des changements. Moi, j'avais une question. Dans les transports de personnes, quel est le pourcentage lié au fonctionnement des équipes, des préparateurs qui se déplacent? Parce que du coup, il y a forcément un impact dans le choix des villes, dans le choix du parcours. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant, vous allez prendre en compte? Quelques slides plus loin. Okay. Et donc, tout à l'heure, je faisais le parallèle. La route du Rhum destination Guadeloupe 2018, c'est une ville ou un village de 13 500 Français. Là, on est sur 48 Français. Voilà. Donc, l'échelle est évidemment extrêmement différente. Et ça m'interroge aussi forcément sur le bilan carbone de 2018. Alors, je suis désolé, c'était pas très lisible. Sur le schéma de gauche, vous avez les émissions par moyen de transport pour chaque population. Donc, on voit que les émissions des visiteurs sont très largement majoritaires, et pour la simple et bonne raison que là encore, on retrouve la voiture individuelle, enfin la voiture en tout cas, parce que les gens ne sont pas forcément seuls, mais la voiture avec des émissions extrêmement élevées. Et ensuite, suivent ce que nous, on a appelé les équipes sportives. Donc, les équipes sportives, c'est les skippers, même si évidemment, il n'y a pas de kilomètres de voiture. Les préparateurs, les attachés de presse, voilà. Donc ça répond à ta question. Et j'avais calculé que l'ensemble des préparateurs l'an dernier, alors je crois qu'ils étaient 25 de mémoire, avaient fait 41 000 km sur les 4 semaines. Parce qu'en fait, on se rend compte que le format de la course fait que souvent, ils vont rentrer chez eux quand les bateaux sont en mer, parce que comme il y a suffisamment de temps au niveau des étapes. Donc là encore, on voit que la voiture est utilisée pour 30% des trajets, mais en fait, ça représente 93% des émissions. Donc encore une fois, la voiture est un vrai sujet. Et c'est assez logique parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le bilan carbone des Français.
Il y a 24% des visiteurs qui viennent à pied ou en vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qu'il faut évidemment développer. C'est juste un chiffre comme ça, mais du coup, dans le cadre de la Solitaire du Figaro 2021, il y a eu 340 000 km qui ont été faits. Ça fait l'équivalent de 8 fois le tour de la Terre. Le train est toujours aussi intéressant, 26% des déplacements et même pas 1% des émissions. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on a un prestataire qui venait 2 fois une journée sur chaque village et qui, du coup, a fait 6300 km tout seul dans son véhicule. Donc, ça fait cher la journée en termes de carbone. Et là encore, évidemment, c'est une action qu'on a déjà menée pour 2022. Alors, on ne peut pas choisir à chaque fois des prestataires locaux parce que ça n'existe pas toujours sur les villes, ou alors ça peut être compliqué. Mais en tout cas, intégrer le critère géographique et le critère de moyen de transport dans le choix des prestataires. Quand on regarde par population sur l'ensemble des émissions, là encore, les visiteurs sont ceux qui émettent le plus de CO2, avec la partie transport et en dessous la partie logement-restauration, suivi des équipes sportives, de l'organisation hors OC. Donc c'est globalement tous les prestataires qui sont à peu près au même niveau. J'ai déjà parlé du bateau. Les vêtements de l'organisation, Émilie en parlait, c'était 50 tonnes pour eux de mémoire, 49 tonnes. Nous, on est à 10,6 tonnes, donc l'équivalent d'un Français pendant un an. Et après, ça pose aussi des questions d'achat responsable. Donc déjà, limiter la quantité de vêtements. Alors, je les porte sur moi aujourd'hui, c'est un bon exemple. Et aussi, acheter des vêtements qui sont si possible, faits en Europe pour toutes les considérations sociales et environnementales qui sont derrière, parce qu'il n'y a pas que le carbone. Ça, ce chiffre, je le trouve dingue, le dernier, là, quand même 43% de l'impact des équipes qui est lié aux voiles neuves. Oui, tout à fait. Alors, sur la partie voile, c'était compliqué déjà d'avoir des chiffres, oui. Parce qu'il n'y a pas de facteur, évidemment. L'ADEME ne dit pas une voile de Figaro, ouais. C'est tant. Donc, j'ai contacté plusieurs voileries à l'époque, et en fait, on se rend compte que la partie transport représente à peu près 50% du bilan carbone d'une voile, parce qu'elle fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver sur un bateau. Donc, recréer des industries en France et donc refaire des matériaux et retisser des matériaux en France au maximum. Et juste une précision méthodologique, moi j'ai compté toutes les voiles qui ont été faites pour la solitaire. Donc les voiles qui ont été faites en début de saison, je ne les ai pas comptées, même si elles ont été utilisées sur la solitaire, parce que je me suis dit que de toute façon, les voiles qui ont été faites sur la solitaire seront aussi utilisées sur d'autres courses et qu'il fallait bien prendre un parti pris. Quelques pistes de travail. Voilà, là je suis content, là ça me plaît. Alors, l'annexe environnementale pour la route du Rhum destination Guadeloupe, donc l'annexe est parue il y a une quinzaine de jours. Premier élément important, c'est que ce n'est pas un élément qui a été fait par OC Sport, c'est un événement qui a été co-construit avec d'autres organisateurs et notamment avec Émilie. On a beaucoup travaillé ensemble sur ce document pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on pense que c'est plus impactant. La deuxième, c'est aussi pour éviter des allers-retours dans ce qu'on demande aux équipes sportives. Si jamais en 2022, la route du Rhum destination Guadeloupe demande quelque chose, qu'en 2023, la Jacques Vabre demande autre chose, qu'en 2024, la Transat CIC demande à nouveau autre chose, c'est compliqué pour tout le monde. Et c'est quelque chose donc on a co-construit ensemble entre organisateurs, et avec les classes, on a eu plusieurs réunions avec chacune des classes de voiliers engagés sur l'événement. On traite les opérations à terre et en mer, et autant la partie fonctionnement de l'équipe que les hospitalités et les RP. Parce qu'en fait, les RP représentent souvent des émissions assez importantes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un document qui est basé sur des bonifications qui seront après mises en place ou pas par les classes. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du système qui a été mis en œuvre, mais l'idée, c'est de dire de favoriser les bateaux et les skippers qui parfois prennent des risques pour tester des solutions. Ce serait aux classes après de valider une bonification ? Tout à fait. En fait, pour chaque action, il y a des bonifications sur 5 niveaux. Ouais, à la fin de l'événement, nous, on donnera à chaque classe le nombre de points, et après, chaque classe pourra intégrer ou non
ces points dans le championnat annuel. J'ai malheureusement eu le retour cette semaine d'une classe qui ne souhaite pas l'intégrer. Ça serait bien que tu l'obliges et que ce soit toi qui décides, non? On ne peut pas. Ah, tu peux pas? Bon. Je ne peux pas aller voir une classe et lui dire tu dois faire comme ça. On peut proposer, après, c'est à vous, skipper aussi, de pousser les classes. Non, mais c'est ça, en fait. Et là, on voit beaucoup de chiffres et on voit beaucoup de chiffres sur, voilà, en disant, là, c'est les populations qui viennent nous voir et qui sont plus impactantes et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas un rôle à jouer. On n'a pas un rôle à jouer pour changer un peu les imaginaires là-dessus, pour être plus modèle dans ce qu'on fait. On fait un peu de l'entertainment aussi. Hein. On produit du rêve pour beaucoup de personnes et on fait rêver énormément une population très très large à travers notre sport. On a une mission qui va au-delà de la performance sportive et on a une mission qui doit aussi tendre à ce qu'on soit dans nos manières de nous déplacer, nous skippers, nous marins plus modèles, qu'on influence nos sponsors aussi, qu'on n'accepte pas tous les sponsors de la Terre non plus qui font n'importe quoi et qu'on se mette des objectifs très forts là-dessus parce que voilà, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus. Et derrière, qu'on dise à des organisateurs de courses comme OC Sport, OK, les gars, vous avancez pas assez vite, ou alors... c'est aussi l'idée de l'Alex environnemental, c'est déjà de mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions ensemble. Donc là, ça a été fait dans le cadre de la Route du Rhum. Mais ce document a été construit avec une vision, en donnant une vision à long terme, donc 2025-2030, avec ensuite une mise à jour annuelle des objectifs. Donc on retravaillera courant 2022 pour l'annexe environnementale 2023 qui sera appliquée sur la tranche Jacques Vabre. Et donc OC Sport ne peut pas rendre des choses obligatoires de ton point de vue? OC Sport ne peut pas rendre des choses obligatoires au niveau du fonctionnement d'une classe. Okay. On ne peut pas obliger une classe à modifier la manière dont elle calcule les points pour son championnat annuel. Et des pénalités financières? Alors, les pénalités financières, quand on les a évoquées, globalement, on a eu un all-là de la part des classes qui nous disaient que ce n'était pas forcément la bonne méthode, que ça allait favoriser les teams riches qui allaient potentiellement juste provisionner un peu d'argent sans faire d'efforts. Alors on n'est pas que tous les trois dans la salle. Je crois qu'il y a d'autres questions qui veulent être posées. Il y a Anne-Cécile Turner est revenue. Bah oui, très bien. Elle a levé la main, donc tu peux lui demander si elle veut poser la question en direct ou si elle. Et autrement, on a des questions dans la salle de Taviane. Encore Taviane est très engagée donc ce soir. Ouais, je veux absolument supporter Stéphane et Arthur et Stan sur ce sujet parce que c'est vraiment important. J'ai un peu joué les différents côtés des tables. À la fois, j'étais sponsor, j'ai travaillé pour un sponsor qui supportait le Québec-Saint-Malo. Donc, j'ai bien vu le côté organisateur. Je vais prendre un exemple. À cette époque-là, c'était vraiment le début. Et puis, on demandait aux participants, s'il vous plaît, de ne pas avoir des bouteilles plastiques à bord. Et là, un rapport de force de classe aux événements, ah non, ce n'est pas possible. Donc, c'est pas du tout cohérent. Voilà, donc ça, c'est une observation. De l'autre côté, comme dit Arthur, on a la volonté, puis la possibilité, la responsabilité d'avoir une prestation ambassadeur pour notre milieu. Et puis après, vraiment sur le terrain, je pense que c'est toute cette discussion, rapport force, responsabilité entre les équipes, l'événement, et puis comment ça fonctionne. Et je pense que Émilie a abordé, il y a une façon de faire, c'est mettre des obligations où c'est possible. Par exemple, il y a un briefing skipper. Vous êtes tous obligés d'être là et puis vous allez attendre qu'on fait déjà 1 heure de sensibilisation avant de vous donner les IC. Ça, c'est une façon de faire. Alors, c'est l'idée sur laquelle on va rebondir tout de suite, Damien, vu que voilà. Et j'ai deux autres choses, juste tant qu'y être. Et donc, je pense que tout ça se passe pas par la jauge. Et effectivement, Stéphane a bien expliqué qu'il y a des limites de ce que vous pouvez faire. Et après, aussi d'autres façons d'inciter. Je regarde l'histoire du transport, puis on parle beaucoup des autos.
On sait que tout ce qui est pétrole et diesel, c'est très fort, mais on a de plus en plus de possibilités d'utiliser hybride et EV, qui est déjà la moitié ou voire 20%, enfin vraiment juste 20% de l'impact. On peut imaginer, par exemple, de favoriser le parking pour ceux qui arrivent en EV. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas que les événements plient aux classes, les événements plient aux skippers. Si les skippers et les classes veulent se présenter en étant vert, propre et mieux, il faut que, s'ils veulent venir aux événements, il faut qu'ils respectent la voie, quoi. Donc, après, juste par rapport aux pistes de travail, effectivement, favoriser le train, les parkings pour les bateaux électriques, etc. Mais si on regarde le point d'après, agir sur la restauration et le logement, proposer une solide offre de restauration végétarienne. Si demain, tu as voulu faire obligatoire et tu n'as pas pu, je crois. Si demain, on met un village végétarien, je pense qu'il y en a 2-3 qui vont venir me voir en me disant et mon saucisson, et mon truc, et mon machin. Et sur des sujets qui sont relativement éloignés de notre pratique, en fait, on se rend compte qu'il y a des freins qui sont effectivement assez importants. Et juste un ordre d'idée, un repas avec du bœuf ou un repas végétarien, le rapport en termes de CO2, c'est de 1 à 14. D'un côté, c'est 0,5 kg, de l'autre côté, c'est 7 kg de CO2. Donc, le gain est vraiment extrêmement important. Mais voilà, c'est un exemple type où, en fait, on se retrouve à discuter pendant des mois et des mois parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, parce que souvent, on est en Bretagne et que du coup, l'élevage de porc est important, etc. Oui et non. Si jamais tu proposes... Enfin, moi, je suis persuadé que si jamais tu proposes 50% de la carte végétarienne et 50% carnée, les gens ont tellement l'habitude, pas nous dans la salle, mais en tout cas, la majorité des gens ont tellement l'habitude de manger de la viande qu'ils ne vont pas se poser la question, ils ne vont même pas voir la partie végétarienne. Sur la Jacques Vabre, je me souviens que dans l'offre commerciale, c'était bien précisé que chaque exposant, vendeur de nourriture, devait avoir au moins un menu végétarien. Ça, c'était déjà super, je trouve. On a une autre question dans la salle et puis après, on reprendra Anne-Cécile qui nous attend ensuite. Vas-y. Ouais, bonsoir à tous, je suis Philippe Hart, je suis skipper du Figaro Marine Nationale Fondation de la Mer. Donc je pense que si on est tous ici, c'est parce qu'on veut changer les choses et on veut faire mieux. Je veux juste répondre à la question sur l'imposition des choses d'un organisateur à une classe. Donc moi, je suis élu à la commission RSE du conseil d'administration de la classe Figaro. Sur ce sujet-là, c'est un sujet de gouvernance, les classes. Le conseil d'administration a sa flexibilité pour imposer des choses jusqu'à un certain seuil où ça doit se décider. C'est une association, ça doit se décider en assemblée générale. Si à la commission, moi j'ai plein d'idées pour faire mieux, notamment sur les voiles, sur plein de choses. Néanmoins, si on fait ça et qu'on fait des changements trop forts au sein d'une classe et qu'on se met tous les adhérents à dos, forcément la crédibilité du CA, elle est plus en termes de gouvernance, c'est plus bon. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain seuil où il faut qu'on fasse voter ce changement en assemblée générale. Et ça, c'est le travail du CA de bien l'amener pour que ce soit voté. Et de former les gens aussi. Et de former les skippers, les marins, les teams. Exactement. À avoir vraiment les yeux en face des tout. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. On est bénévole au CA, on a nos projets à gérer. Vous connaissez tout ça. Et il y a un travail de fond en amont de l'AG à faire. En tout cas, en tant que classe, on est engagé. Alors, on parlait tout à l'heure, j'ai entendu le sujet des bouteilles. Alors ça, c'est des choses assez faciles qu'on peut faire au niveau du CA qui ont été validées aux règles de classe Figaro pour cette année. Mais néanmoins, l'énergie, je pense qu'il faut qu'on la mette là où on est le plus, en tant que classe, le moins vertueux. Et sur les déplacements, en tout cas, moi, je travaille sur la mutualisation des déplacements. Et sur et sur le sujet, moi, un de mes sujets actuels, c'est les voiles. Et je crois que Damien, tu as fait des analyses de cycle de vie sur les voiles. Et je pense que je vais revenir vers toi sur ce sujet-là. J'ai plein d'idées. Il y a des choses assez faciles. Je pense que là, on avait un CA hier. Ça va être de faire une analyse de cycle de vie des voiles pour faire un état zéro. Et après, on pourra prendre des mesures. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui, en tant que CA, on passe sur des grands voiles full button parce que comme ça, elles vont durer plus longtemps. Okay. Sinon, en gros, les adhérents, il y en a certains qui ne vont pas être d'accord avec le CA.
Merci Philippe, mais juste voilà, on a Anne-Cécile, pardon, excuse-moi, et juste avant, il faut bien comprendre en fait que plus on est gros, plus on a de l'argent, plus on a de l'impact, plus on a des grandes responsabilités aussi, et donc il faut bien comprendre que les grandes marques, l'Ocean Race, le Vendée Globe, la Route du Rhum, ont une grande responsabilité d'engagement et de mettre des moyens là-dessus. Je laisse Anne-Cécile nous poser la question si on entend. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, vas-y. Ça fait une bonne transition sur juste un commentaire. Je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble pour faciliter la vie aussi de nos courses et pour éditer des règles qui vont non seulement faire accélérer le changement, mais qui sont les mêmes pour l'ensemble. On travaille avec IMOCA travaille beaucoup sur les voiles vertes, c'est pas simple. Moi, j'ai fait changer les règles de la course pour imposer d'accepter des équipements scientifiques à bord, de produire minimum 30% d'énergie renouvelable à bord. Et l'idée, c'est que moi, il me manque de la connaissance pour être sûr que ces règles vont pas trop loin, mais vont suffisamment loin pour accélérer le changement. Et donc, j'aimerais bien savoir si on peut se mettre autour d'une table tous ensemble, tous ceux qui font des règles, en fait, les classes, les organisateurs de courses, de petits et de gros bateaux, pour éditer des règles de course qui vont être ambitieuses, mais qui vont être destinées à l'industrie aussi, pas que aux marins, pas que et à l'industrie, aux sponsors, parce que c'est comme ça qu'on va accélérer le changement. En fait. Donc c'est juste une suggestion et ben voilà une mission pour la vague, de mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qu'on essaye de faire, de mettre des organisateurs, de mettre des coureurs et voilà, on est très contents en tout cas. C'est sûr qu'aujourd'hui, il se pose toujours un peu la question de jusqu'où nous on doit aller en tant qu'organisateur. On doit prendre en compte la construction des bateaux dans nos bilans carbone, mais du coup, ça veut dire que si ça rentre dans notre bilan carbone, on doit pouvoir influencer cette construction. Mais en même temps, il y a plein de gens qui travaillent dessus depuis des années, c'est pas si simple, les chantiers travaillent dessus aussi. Donc avec Émilie, quand on a travaillé sur l'annexe environnementale conjointe, on s'est dit on va quand même mettre des choses sur la construction des bateaux à horizon assez lointaine, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on se mette toujours autour de la table pour trouver aussi les solutions concrètes. Bien quand j'entends ça, là, ça fait plaisir. Mais maintenant, voilà, c'est sûr que après l'ambition qu'on a, elle est partagée par tout le monde. C'est important de bien nommer les choses et se dire qu'on en est loin et qu'aujourd'hui la courbe que prend la voile, elle n'est pas positive. C'est-à-dire que là, on a toujours des bateaux plus impactants, on a des flottes qui grandissent, c'est super, hein, je suis très heureux qu'on ait de plus en plus de marins. La voile est un sport magnifique, mais on doit bien comprendre qu'aujourd'hui, que la courbe que prend la voile, elle n'est pas bonne et on est toujours à consommer plus d'énergie et on est juste le reflet d'un système qui ne fonctionne pas, qui va dans un monde sans vie demain. Donc, comment on fait pour que la voile redevienne et devienne un sport qui soit vraiment en avance sur son temps, ou en tout cas qui rentre dans les accords de Paris, qui rentre dans des contraintes qu'on se fixera ensuite et on partira du haut pour se dire, OK, voilà les contraintes, voilà comment on fait ensuite pour se mettre des contraintes partout dans tous nos menus et dans tous nos... Et c'est magnifique, et c'est super aussi, et c'est super, je vois Christophe Ballet qui est là aussi, c'est passionnant aussi de travailler sur ces sujets-là, quoi. Enfin, et Adrien, Christophe, voilà, ça commence, on se pose tous des questions, c'est super. J'ai une question concernant la course océanique et la médiatisation et l'impact numérique. Je ne sais pas si vous mesurez les transmissions d'images des bateaux. Là, sur la route du Rhum, il y a 138 concurrents qui sont attendus. Ouais. Est-ce que dans les annexes audiovisuelles, sachant que dans ce domaine-là, le quantitatif et qualitatif ne vont pas forcément de pair, et vous essayez de tendre un peu vers de la frugalité à ce niveau-là? Il y a eu cette volonté effectivement de se dire on va arrêter de demander de plus en plus d'images. Je préfère en avoir 3 de bonne qualité que 10 qui sont mauvaises. Donc ça, on essaye effectivement. Sur la question des flux, c'est assez compliqué. Et comme Émilie l'a intégré, je vais vite lui poser la question. Nous, on se fait accompagner par Carbone 4 chez EC Sport parce que justement, les bilans carbone, c'est compliqué à faire. Il y a plein de questions de méthodologie. Ils nous disent aussi, il y a des choses, vous embêtez pas à les calculer parce que vous avez passé trop de temps par rapport à l'intérêt. Et quand je leur ai posé la question des flux médias, ils m'ont dit aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué et personne n'arrive à vraiment le faire parce qu'on ne sait pas forcément par quel serveur vont passer les flux. Et du coup, c'est quasiment impossible de savoir quel est le chemin des flux vidéo ou des flux photos ou peu importe, et donc de savoir quel est l'impact. Donc, on va quand même prendre des chiffres. Mais tu sais que plus tu en fais, plus tu en as. Donc, exactement. On sait que la frugalité, quand même. Voilà, tout à fait.
Ouais, priori, j'en ça profite, impacte moins. j'en profite pour rappeler qu'au tout début de la vague, on avait fait des ateliers pendant le confinement. On avait fait un énorme brainstorming avec plus de 150 personnes, et que sur le site web de la vague, il y a un onglet qui s'appelle la course idéale dans lequel on a recensé plein de bonnes idées. Et effectivement, là-dedans, on se bat aussi, bien sûr. Voilà. Et on avait dit qu'effectivement, le numérique, oui, c'est peut-être pas la plus grosse partie, la plus impactante, mais effectivement, par principe, par démonstration, de montrer qu'on peut faire de la sobriété de ce point de vue-là, ça serait intéressant. Ouais, bravo aux organisateurs là, pour votre boulot sur l'empreinte carbone. J'ai l'impression que vous êtes clairement en avance sur nous, coureurs et les différentes équipes. En tout cas, vous semblez être préoccupés par ça et il y a l'air d'avoir des pistes et des actions. Donc ça, c'est super. Je pense que vous avez un réel pouvoir pour nous faire changer parce qu'on est quand même globalement nuls et tout ça gérer la performance, toujours la performance. Et Stéphane et les autres, je pense que vous avez un réel pouvoir sur les changements qu'on peut opérer. Et la question, c'était est-ce que vous ne pourriez pas profiter de l'engouement énorme sur les courses actuelles qui font tout le plein. J'ai vu là sur la route du Rhum que vous aviez plus de demandes que d'inscrits, de possibilités. Est-ce que ce serait pas un moyen de trier les gens et vous êtes clairement en position d'imposer des choses. Il faut saisir cette opportunité, je pense. Ce qui est peut-être moins le cas sur la solitaire, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de monde, où là, vous aurez peut-être moins de poids sur la classe Figaro, mais sur les autres classes, je pense que c'est une bonne opportunité. Je ne sais pas si ça a été évoqué chez vous. Alors, pour l'instant, ça n'a pas été évoqué, mais effectivement, pour 2026, on peut imaginer un système de sélection là-dessus. Après, c'est toujours la difficulté, c'est quand est-ce que nous, on sélectionne et quand est-ce que les classes sélectionnent. Et typiquement, sur la route du Rhum cette année, dans certaines classes, ce n'était pas nous qui faisons la sélection s'il y avait trop de demandes, mais c'était les classes. Mais effectivement, on peut imaginer ça. Pas toujours. Hein. Non, pas toujours. Dans certaines classes, j'ai dit. Après, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on contrôle, parce qu'on se rend compte que si c'est par rapport au carbone, par exemple, c'est compliqué de faire des bilans carbone. Et surtout, si jamais on dit aux équipes sportives, faites votre bilan carbone et on sélectionnera celles qui ont le bilan carbone le plus petit, on risque d'avoir quelques oublis dans le comptage. Donc, c'est un peu la difficulté aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on contrôle. On est la même chose sur l'annexe environnementale. On veut mettre des bonifications, mais du coup, si ça influence sur le sportif, il faut qu'on soit sûr que personne puisse, entre guillemets, tricher sur ces bonifications. Donc, il faut qu'il y ait un système de contrôle qui soit robuste. Donc, c'est toute la difficulté. Mais effectivement, pour 2026, on peut imaginer que la sélection se fasse sur c'est super. Et puis, c'est vrai que d'entendre parler de bonification liée à ces sujets-là, il y a encore 2-3 ans, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Et je trouve ça très bien que ça soit dans vos têtes et que ça va évoluer. Je suis persuadé. Et après, la dernière remarque, c'était sur les visiteurs. Je pense qu'il faut faire attention, nous coureurs, de ne pas trop parler. Alors, les chiffres sont réels, évidemment. Les visiteurs, l'impact est énorme. Mais il ne faut pas oublier que s'ils viennent, c'est pour voir des navigateurs a priori plutôt sensibles à cet aspect des choses et on ne l'est pas beaucoup. Donc à nous d'être bien plus exemplaires et de ne pas reporter la faute sur les visiteurs qui viennent nous voir parce qu'ils auront envie de venir nous voir si nous on est propre et si on fait les choses bien. Et là, ils font l'effort de payer leur billet de train bien plus cher que la voiture. Est-ce qu'il y aurait pas des incitations ? C'est vraiment un risque. Je pense que si on dit c'est les visiteurs, les visiteurs ils vont regarder réellement quel est l'impact. Et en fait, il est bien supérieur que ça parce que quand on va en prendre en compte la fabrication du bateau, le vrai bilan carbone des bateaux et tout, ça va être si on demande à un visiteur qui est expert en ACV, il va pouvoir retourner le truc en disant qu'en fait, nous, on pollue bien plus que. Donc, je pense que c'est le risque, à nous d'être plus exemplaires, je pense. Tout à fait, Adrien. Merci. Je reprends juste, c'est une idée en l'air, mais avoir la SNCF sur les épreuves en partenaire avec quelqu'un qui sent que c'est déjà le cas. On essaye. Et ce qui serait chouette, c'est peut-être avec aussi une de se dire réduction que comme certains festivals de musique, là où tu peux avoir un billet gratuit si tu viens, ou en tout cas une grosse réduction, de se dire, tiens, si quelqu'un vient en vélo, en train, tout ça, et lui dire, on te garantit une visite exceptionnelle du bateau avec un skipper, enfin voilà, d'encourager le truc, quoi. Stéphane, juste une remarque, notamment la capacité à imposer les annexes environnementales en tant qu'organisateur.
il y a une autorité qui régule les règles de course à la voile dans ce pays et dans le monde, qui n'a jamais été évoquée jusque-là. Qui est la Fédération française de voile et World Sailing par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire avec eux en disant, voilà, à vous d'intégrer dans vos RCV un ensemble de règles qui font qu'on est obligé d'avoir un comportement plus vertueux? Je ne sais pas si Émilie est encore en ligne. On a eu des réunions avec la Fédé, effectivement, pour essayer de les embarquer sur ces sujets-là, pour essayer aussi de voir la possibilité d'avoir une influence sportive sur les classements, parce que globalement, on sait que la sélection par l'argent a quand même énormément de limites. Mais par contre, si jamais on arrive à changer les classements, là, par contre, ça sera beaucoup plus efficace. Et du coup, on a eu des calls avec la Fédé. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez récent pour nous, mais assez récent pour eux aussi. Et on a plutôt tendance à penser qu'il faut que nous, on accélère et qu'on essaiera de les embarquer plutôt qu'on attende. Parce que dans les échanges jusqu'à maintenant, on sent qu'ils ne sont pas forcément tous matures. C'est sans doute moins le cas chez World Sailing, par contre. Enfin, un peu plus le cas, ils sont un peu plus intéressés chez World Sailing. Effectivement, peut-être qu'en plus, Émilie a plus d'éléments par rapport à World Sailing parce que... Ouais, il y a un changement de personne à World Sailing, mais c'était l'idée, ce qu'on s'était dit avec Stéphane, c'est d'aller au-dessus de la fédération parce qu'ils sont bien plus avancés. Ils ont fait leur agenda 2030 il y a déjà quelques années, donc ils sont au point sur le sujet. Oui, oui, juste une petite question, mais donc je suis très très heureux de voir cette prise de conscience. Merci pour vos présentations qui sont très intéressantes. Enfin, la course au large s'interroge. Bon, vous avez encore beaucoup de boulot, ça c'est très intéressant de voir le chemin que vous allez avoir à parcourir. Ça pose d'ailleurs beaucoup de questions sur la robustesse des données qui sont utilisées. Vous nous l'avez montré, c'est exactement la même chose dans l'étude Eleven-Hour, où des fois on a un petit peu peur de l'origine des données. Mais ça a le mérite d'exister et à partir de ça, on peut bosser. Alors la grande question que j'ai, c'est bien de nous parler de bilan carbone, mais c'est un peu léger, non? C'est le thème du jour, mais après, il y a plein d'autres sujets. Ouais. Mais alors, comment vous intégrez d'autres critères, d'autres manières? Parce qu'avec un raisonnement comme, par exemple, l'histoire, on va mettre tout le monde dans le train, mais on ne prend pas les impacts sur les milliers d'années pour stocker du nucléaire. On va dire aux gens d'acheter des voitures électriques, mais on oublie que 50% des impacts sur l'environnement, c'est la construction du véhicule. Donc, tout compte fait, il ne faut surtout pas acheter des véhicules électriques. Vous voyez, c'est difficile d'appréhender ça et de ne pas faire de conclusions trop courtes. Tout compte fait, le grand bilan que je vois, c'est que les courses vivent de pollution et grâce aux gens qui viennent. Et donc, c'est le problème de la mobilité et de comment toucher notre public. Enfin, c'est compliqué, mais c'est très, très intéressant tout ça parce que ça permet de commencer à réfléchir. Mais c'est le début, attention. Enfin, moi, je pense qu'il y a clairement besoin d'un changement du modèle économique aussi par rapport au village. Après, il y a plein d'autres sujets, que ce soit notamment la biodiversité qui est quand même souvent oubliée parce que c'est beaucoup plus compliqué à mesurer et le carbone, malgré la difficulté d'avoir des chiffres et malgré le fait qu'il ne soit pas extrêmement précis, moi, le bilan carbone d'EcoAct, c'est marqué qu'il est plus précis à plus ou moins 28%. Donc ça fait quand même une sacrée marge. Mais le carbone, malgré tout, on arrive à peu près à le calculer. La biodiversité, aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal. Et je ne vais pas dire que c'est oublié parce qu'on travaille dessus à côté, mais par contre, je suis incapable de vous donner des chiffres avec une précision comme celle-là. Et pourtant, ici, je sais que c'est précis, pareil, plus ou moins 20%. Mais on oublie plein d'autres sujets, ça c'est sûr. Oui, c'est très important, le bilan carbone. Oui, je disais juste que c'était intéressant, ce bilan carbone sur l'aspect gaz à effet de serre, quoi. Mais c'est hyper compliqué parce qu'il y a d'autres impacts à prendre en compte, d'autres indicateurs, et c'est là où c'est hyper complexe, quoi. Par exemple, l'imprégnation chimique du monde, on n'est pas incapable qui est un des grands enjeux majeurs, on est incapable de le prendre en compte. Tu trouves qu'on a posé la mauvaise question à la vague pour… Non, je trouve que c'est très bien parce que chaque histoire commence par un premier pas et que vous en avez plein d'autres à parcourir. Et si on peut vous aider, on le fera. Et notre boulot, c'est d'être un peu, peut-être de s'interroger. Hein. Et depuis longtemps d'ailleurs, c'est un peu comme regarder les indicateurs de développement durable dont vous avez parlé, qui s'appuient sur l'environnement, le social et l'économie. Bon, on sait que ça c'est complètement bidon,
et que c'est complètement creux et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Si vous ne tenez pas compte des hommes, des territoires, des problèmes de gouvernance et de culture, vous vous trompez. Je cite les principaux, hein, vous vous trompez complètement. Mais globalement, si vous reprenez dans l'histoire de ces critères, où est-ce que ça vient? Au début, c'est l'économie et l'environnement, avec Kissinger, hein, qui a joué un rôle très important. On a mis le social, et puis on a encore un grand trou dans la raquette. Et suivant la manière dont on utilise ces indicateurs, on raconte n'importe quoi pour certains, ou on raconte des choses intéressantes, ça dépend de la manière dont on manipule ces données. Donc voilà, mais c'est intéressant parce que déjà, le début d'un cheminement, ça permet de Merci beaucoup Christophe. On travaille avec toi depuis longtemps et on va continuer à travailler avec toi pour que tu nous inspires, nous critiques et nous fasses avancer. On a une dernière question sur le Zoom et ensuite on passera à ce qu'on veut et on arrêtera le Zoom et on ira sûrement boire un verre ensuite parce que c'est important aussi de se retrouver autour d'une petite bière ou d'un jus d'orange. Du coup, la question, elle a été posée dans le chat, donc je vais la poser. C'était pour les organisateurs, c'était de savoir si vous aviez réfléchi à organiser un temps compensé ou une compensation en fonction de l'âge pour favoriser l'utilisation plus longue des bateaux, le temps de trouver des solutions pour maîtriser une fabrication plus recyclable. Très bonne question, ça. Hein. Ouh là là. Oui et non. Enfin, on n'est pas rentré dans le détail de ça. C'est sûr que c'est très important. Mais on n'y a pas travaillé concrètement encore parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets. Effectivement, c'est un sujet. Et après, on a aussi vu avec la CV d'Alliance qu'il y a plein de gains possibles. On a vu le poids des moules. Du coup, est-ce qu'on se dit que sur les courses, on donne 2 ans d'avantage aux bateaux qui ont été construits dans le même moule? Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées derrière. Après, la difficulté, c'est aussi on a un sport qui n'est pas toujours très lisible par le grand public. Et dès qu'on touche au sportif, si jamais la personne qui coupe la ligne d'arrivée n'est pas le vainqueur de la course, ce n'est pas toujours très facile à faire comprendre, même si ça arrivait assez récemment sur une grande épreuve. Et puis ceux qui ont été plus connus sur le Vendée Globe n'ont pas été les premiers. Hein. C'était une histoire d'homme entre Kevin Escoffier et Jean Leclam, et ça nous pose des questions aussi sur tout l'argent qu'on met dans nos machines fabuleuses et tellement moins sur l'homme et l'humain. Régis, tu avais une question? Oui, c'est plutôt une réflexion collective. Là, moi, je me pose la question de notre capacité à changer sans contrainte. Aujourd'hui, on l'a rarement prouvé, en fait. Et là, aujourd'hui, on voit le prix du carburant qui augmente, on commence à avoir des bonnes idées, on se pose des bonnes questions. Je fais le parallèle avec le transport maritime aussi, là où l'OMI a imposé des règles. Un objectif très ambitieux pour 2030-2050. Là, aujourd'hui, nous, on voit des projets fleurir de tous les côtés, des investissements colossaux, et ça va très, très vite. Je pense que si on attend que chacun ait une bonne volonté, que les classes, que les organisateurs veuillent bien vexer personne et essayer d'avancer par petits pas, je n'ai pas l'impression qu'on va aller très vite. Donc, je me demande à quel point on est capable de s'imposer des contraintes aujourd'hui avant de les subir de pleine face, sans avoir dessus dans les années à venir. C'est plus une réflexion. La question est dans la réponse, je crois, non, Régis? Tu veux répondre? Il y a toujours une forte frustration forcément quand on travaille sur ces sujets en plus, parce que si on prend la version 1 de l'annexe environnementale de la route du Rhum destination Guadeloupe et la version qui est parue, il y a quelques versions entre les deux. Et en plus, forcément, c'est un peu moins ambitieux à la fin parce qu'on a consulté toutes les parties prenantes. Et effectivement, est-ce qu'il y a un jour où il faut dire il y a de l'urgence, on ne peut plus attendre, on passe en force? Ça, c'est pas moi qui... Voilà. Mais il y a de l'urgence. Et on sait qu'on ne peut plus attendre. Donc, c'est un peu tout le paradoxe. Avant de finir, Maxence, tu peux venir, s'il te plaît? Je voulais remercier Régis d'ailleurs, parce que Régis accueille notre premier stagiaire à la vague, qui s'appelle Maxence. Tu peux te présenter si tu veux une seconde. Du coup, je suis en stage à la vague depuis 1 mois. J'étudie dans le droit maritime. Voilà. Donc, je suis venu faire un stage et les règles, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et aussi l'appréciation de la règle, enfin, comment les mettre en place. L'objectif un peu pour les prochaines semaines, c'est de réactiver des groupes de travail et on aimerait beaucoup travailler sur aussi la communication et donc cette idée d'avoir un briefing environnemental pour favoriser la connaissance. Ouais. Voilà. C'était une idée qui tourne depuis longtemps. S'il y a un truc qu'on aimerait bien peut-être imposer, et peut-être qu'on va faire du lobbying vraiment auprès d'OC Sport, c'est d'obliger, au même titre qu'on fait un stage de survie. Ouais, on fait un stage de survie, il y a un briefing sécu au départ de chaque course.
Et ben, on aimerait bien qu'au départ de la route du Rhum et après dans plein d'autres courses, on arrive à mettre tous les coureurs, les sponsors, les organisateurs autour d'une table, devant un tableau, et de leur montrer des chiffres. Après, du coup, il y a un travail à faire sur ce qu'on a envie de raconter, comment on va sourcer et vérifier ces infos. On n'a pas envie d'être porteur de jugement de valeur là-dessus, mais au moins que les gens puissent être conscients de leur impact et des choix qu'ils vont devoir faire dans le futur, quoi. Ça tombe bien, c'est intégré dans l'annexe. Un atelier durable, on l'a appelé. La seule limite, c'est qu'il était obligatoire et dans la toute dernière version, il n'est plus. Bon, on va travailler là-dessus. Non, mais juste pour vous dire qu'on a besoin de vous, là, il y a du monde dans la salle, il y a du monde sur le Zoom. On a besoin de vous, on a besoin de votre intelligence, on a besoin de vos réflexions, de vos critiques, de votre envie d'avancer. On a besoin d'énergie aussi, hein, parce que c'est un combat sur du long terme et c'est un combat qui dure, c'est un chemin, c'est pas juste un instant T, un stage de survie aux enjeux climatiques ou de biodiversité avant le départ de course. C'est un stage qui dure sur le temps. On n'en a pas fini de ces questionnements-là et c'est vraiment le défi de nos vies. Donc venez nous rejoindre et venez faire grandir cette vague qui a besoin de plus de surfeurs. Moi, je suis là 3 mois pour ça aussi, pour un peu que vous nous rejoigniez dans le mouvement. Donc, vous pouvez vous adresser à nous et ça sera avec moi pas mal. Je vais essayer de venir vers vous aussi, de vous proposer des sujets et pour qu'on travaille là-dessus ensemble. Voilà. Bon. Merci à tous. On vous invite. On n'a pas encore les moyens de vous payer un coup, mais on vous invite à venir boire un verre à côté, à la Baleine déshydratée. Et puis voilà. Merci à tous. Merci, au revoir. Vous avez reçu en fait, c'est les mêmes réponses.